soir encore pour une autre causerie sur Info TV. C'est le grand soir. Programme pour également suivre sur Capital FM 102.8 FM, justement, la radio de la capitale, pour participer justement à ces échanges avec les coordonnées téléphoniques qui vont s'afficher également au bas de l'écran par SMS ou par WhatsApp. Vous contribuez à ces échanges comme tous les soirs et au lendemain de la célébration de la fête de la Nativité. On sort totalement de Noël pour recoller à l'actualité. On mettra une coloration politique à cette actualité, la sortie du président national du PCRN, Cabral Libby, au sujet de ces départs massifs des Camerounais vers d'autres cieux. Ils vont en France, ils vont aux États-Unis, ils vont surtout au Canada ces derniers temps. Les départs sont massifs, les raisons sont multiples, mais le leader du PCRN a son idée là-dessus. Qu'est-ce qui fait partir les Camerounais? Il va le dire et on va en parler sur ce plateau. Ils partent parce qu'ils ont faim. C'est dit de cette façon-là, l'image est claire, elle est comprise par tout le monde, mais est-ce que dans le fond, Cabral a vu juste sur ce qui fait partir ces jeunes Camerounais vers le Canada, pour ne prendre que ce cas-là? Naturellement, le PCR est représenté sur ce plateau par la voix d'une dame. C'est d'ailleurs le porte-parole. C'est du parti ou du président du parti? Du parti. Parce qu'ailleurs, parfois, c'est le porte-parole du président. Vous êtes le porte-parole du PCRN, Fatouma Noura Moussa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. On est très honorés. On a beaucoup de couleurs ce soir et ça nous fait plaisir comme ça. Merci. Allez, vous êtes là. Ensemble, on va échanger autour de la thématique principale. Mais vous verrez que tout à l'heure, on va vous proposer une image en mise en bouche et on pourra dire un ou deux mots là-dessus. Le temps d'accueillir Gabriel Michel Chougem. Il est enseignant, il est syndicaliste. C'est un habitué de ce plateau, même si les couleurs aujourd'hui sont particulières. Gabriel, bonsoir et bienvenue. La couleur n'est pas bonne, c'est? Non, elle est surtout très bonne. C'est pas ta voisine qui nous dira le contraire. On est séduit en tout cas par ce choix de couleurs en ce jour. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous mes collègues enseignants. Joyeux Noël à tout le monde. D'accord, bon retour sur le plateau de Le Grand Soir. Et Le Grand Soir qui reçoit également Eric Ngegim. C'est comme cela? Très bien. Eric Ngegim. Ouais, vous êtes président national du Parti écologiste du Cameroun. Oui, les écolos, ils ont leur place en Afrique? Ils ont leur place. Je pense que s'il y a une politique qu'on devrait conduire en Afrique, c'est bien évidemment la politique écologiste. C'est que ce qu'on vit depuis les indépendances, c'est une erreur. On a pratiqué toutes les formes de politique, sauf celle qu'il fallait pratiquer pour l'Afrique, qui est la politique écologiste. Il n'y en a pas beaucoup. Au Cameroun, il y a 2 ou 3 partis qui se revendiquent d'être du bord écologiste. Oui, vous savez, la copie ne peut pas être comme l'original. C'est vous l'original? Tout à fait. Tout à fait. Les Camerounais, on dirait le continent. On n'est pas modeste du tout. On n'est pas modeste du tout. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous faites au quotidien quand vous conduisez un parti comme le Parti écologiste? Vous connaissez le Parti écologiste, je vais dire, je suis toute ma vie à tourner autour de l'écologie. Moi, je suis ingénieur en énergie renouvelable. Oui. J'ai travaillé dans le domaine de l'écologie. À EDF, vous avez travaillé à EDF? J'ai fait 12 ans à EDF. Oui. Je connais tous les problématiques j'ai électrifié la France, que je connais très bien, en matière de solaire et du biogaz. Donc, on a fait tous les chats de la France que je connais. Je suis revenu en 2015 au Cameroun pour rencontrer le chef de l'État à la COP 21. Et je suis venu en proposant la création du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun. Qui existe déjà. Donc, j'ai été le président pendant 10 ans, oui. Et ensuite de ça, j'ai dit qu'il y avait des insuffisances au niveau du syndicat, qu'il fallait aller plus loin si on voulait réformer la question énergétique. C'est d'où nous avons passé du syndicat pour créer le parti. Nous, on a besoin d'énergie électrique, mais vous créez les syndicats. Non, on a créé, je dis, le parti politique est là pour avoir une force de proposition. Justement, c'est pour ça qu'on va à l'Assemblée nationale. On essaie de peser sur le débat politique pour pouvoir faire des propositions, pour faire des réformes. Parce que la question énergétique, c'est un problème d'abord de réforme. Le système est insuffisant pour pouvoir pallier à ce problème que nous sommes tous victimes, le délestage. D'accord. Monsieur Guillaume, on a déjà parlé en off de ce sujet. On le mettra sur la table de nos échanges. La crise énergétique dans notre pays, quelles peuvent être des solutions. Et là, vous serez très à l'aise parce que c'est un domaine que vous maîtrisez. Vous avez électrifié la France et le Cameroun attend que... Bien sûr, je suis au Cameroun actuellement. Vous voyez que je suis venu avec grand plaisir. Parce qu'il n'y a pas de raison que le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, qui est l'un des rares pays au monde,
qu'on peut développer toutes les formes d'énergie renouvelable. Voyez-vous, il n'y a pas de sens que le Camerounais ne puisse pas avoir ça, l'électricité. On peut développer l'éolien au Cameroun, énergie produite à partir du vent. On peut développer le solaire partout, dans toutes les 10 régions. On peut développer ce qu'on appelle la biomasse à l'est du Cameroun. Comment peut-on imaginer l'est avec un potentiel de biomasse considérable, être électrifié avec l'énergie qui vient de son loulou, connaissant les problèmes liés au transport d'énergie. Ouais, il faut une décentralisation énergétique. L'Est doit s'électrifier essentiellement à la biomasse. C'est une erreur, je demande pourquoi on ne le fait pas. Fatouma, oui, comment il parle avec passion de l'énergie électrique, quand on sait qu'au Cameroun, la période des fêtes de fin d'année, encore Noël, a connu beaucoup de jeux de lumière. Absolument. Il faut que des solutions comme ça puissent être implémentées. D'accord, on aura Steve Tchengyang tout à l'heure. Il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et peut-être un représentant du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, parce qu'on va parler justement de ce qui fait partir les jeunes. Lui nous parlera de ce qui devrait maintenir les jeunes dans notre pays. Madame, monsieur, je vous propose une image. Vous la regarderez attentivement et puis derrière, en guise de mise en bouche, on va commenter cette image. C'est la une d'un journal, c'est Réalité Plus, que vous connaissez certainement, le journal de Paul Ngouare Kindi, qui est dans les kiosques. Vous pourrez lire avec nous justement ce que cette une affiche clairement. Un bon et vrai ministre ne malmène pas son ministre délégué ou son secrétaire d'État. Le président Paul Biya ne vous a pas nommé là pour les brimer. C'est un peu le cri de cœur que lance le journal Réalité Plus, qui semble constater que les secrétaires d'État et les ministres délégués sont piétinés par les ministres titulaires. Monsieur Chougem, c'est une situation réelle au Cameroun, où parfois les ministres délégués et les secrétaires d'État sont totalement perdus. Mais on a même vu, n'est-ce pas, des ministres pratiquement à coup de tirer. Je vais parler du MINAT, Paul Tangadi, et le ministre de la Santé. Vous avez suivi cette histoire épistolaire entre les deux. Sorte de cacophonie gouvernementale. Cacophonie gouvernementale, je vous assure. Alors, il faut, n'est-ce pas, prôner tout simplement le respect de la hiérarchie. Et je ne pense pas que moi qui suis chef d'établissement, je devrais prendre mes collègues qui sont dans les salles de classe comme étant mes sujets ou alors des gens à qui je dois donner les ordres. Non, il faut, n'est-ce pas, cette cohabitation, cette collaboration. Certes, chacun a son couloir. Le respect de la hiérarchie, elle est là. Mais il faut, n'est-ce pas, que le chef puisse prendre en considération les doléances de ces sujets. Est-ce qu'il s'agirait de doléances lorsque vous avez un ministre et vous avez un secrétaire d'État qui sont tous nommés, peut-être avec des responsabilités spécifiques, mais on le voit bien, certains ministres, c'est le grand boss, le secrétaire d'État est juste derrière pour accepter, pour l'accompagner. Je crois même que le secrétaire d'État, en d'autres termes, c'est le vice-ministre. Le secrétaire d'État, c'est le vice-ministre, donc c'est un ministre adjoint. Bon, un ministre adjoint, n'est-ce pas? Peut-être il n'a pas toutes les mêmes prérogatives que le ministre, oui, mais il est aussi un ministre. Donc, ça veut dire que la collaboration devrait être parfaite. Maintenant, il faut voir, n'est-ce pas? Moi, je crois même que le problème peut venir de celui qui nomme, de celui qui les nomme. Oui, le casting peut être mal fait depuis le sommet, depuis la personne qui nomme ces ministres-là et ces secrétaires d'État. Le problème peut être plutôt à ce niveau-là. C'est une affaire d'homme ou bien une affaire de job description? C'est une affaire d'attitude où ça dépend de la volonté de chacun que de permettre au secrétaire d'État, au ministre délégué de travailler? Moi, je pense que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les feuilles de route. Chaque ministre a sa feuille de route, même le secrétaire d'État. Si chacun respecte la feuille de route, il ne devrait pas avoir, n'est-ce pas, anguille sur roche. C'est ça. Donc, le secrétaire d'État étant ministre adjoint, dans l'inférieur hiérarchique du ministre, la cohabitation devait être sans problème, puisqu'ils ont pour chef le Premier ministre, qui coordonne l'action gouvernementale. Fatouma, c'est une réalité camerounaise où les secrétaires d'État semblent être traités comme des rien du tout. À la limite, quelquefois, ils vont représenter le ministre pour des affaires sans véritable contenu. Et le ministre Réalité Plus semble dire que, mais attendez, permettez à ces gens de travailler aussi. Ça peut être quoi le problème? Moi, je pense qu'on prend le problème par le mauvais bout. Parce que déjà, le Premier ministre, parlons du Premier ministre, le Premier ministre déjà a du mal à trouver sa place dans le gouvernement. Il est normalement le chef du gouvernement. Ça veut dire que il est le patron de tous les ministres. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réalité, on se rend bien compte qu'il y a des tout-puissants qui se passent au quotidien de ces injonctions. D'ailleurs, il y a des problèmes qui
doivent passer par lui, mais qui ne passent pas par lui. Il y en a qui s'approprient, il y a ceux qui dépassent. La violation de la loi au Cameroun et du cadre même des prérogatives gouvernementales est tellement récurrente que je pense que la question de comment les secrétaires sont traités est subsidiaire. C'est-à-dire, en fait, c'est une suite logique. Puisque à partir du moment où entre les ministres, déjà même le Premier ministre n'est pas respecté à sa juste valeur, entre ministres, on n'entretient pas toujours la cordialité qui devrait être, et même la transversalité même. Oui. La transversalité, parce que parfois, ils sont à couteau tiré, chacun essaie de tirer la couverture de son côté, et puis on constate justement la naissance des clans. On ne peut pas parler de naissance, on va dire l'enracinement des clans. C'est au clan le plus fort, et entre-temps, celui qui est censé jouer l'arbitre justement entre les ministres, à savoir le président de la République, puisque à un moment, quand ça ne va pas, qui siffle la fin du match, c'est le président de la République, mais il est silencieux face à ce spectacle désolant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la question des secrétaires, on va se dire, mais écoutez, c'est tout à fait logique que des personnes qui ont déjà posé des actes plus graves puissent poser ce genre d'actes sans que ça n'émeuve plus que ça. Alors, sur cette question, ce qui se passe aujourd'hui serait le résultat de ce que le PCN semble expliquer, que tel que le gouvernement fonctionne, c'est normal que les secrétaires d'État et les ministres délégués soient en peine ou à la peine. Ben écoutez, moi je pense que un secrétaire d'État, comme a dit le copain, c'est un vice-ministre. Il a un cahier de charge, il a des missions qui sont différentes des missions du ministre. Et je pense qu'il ne devrait pas avoir de confusion. Mais on se rend compte que pour certains privilèges, hormis du travail, un secrétaire d'État s'est fait piétiner par son ministre titulaire, si on peut le dire. Mais généralement, il ne s'en plaigne pas. Parce que moi, je viens dans le ministère. Peut-être pas ouvertement. Peut-être pas ouvertement. Si le journal en parle, ça veut dire qu'il y a des cas de ceux qui se plaignent ouvertement de ne pas vivre. Parce que le ministre prend tout, il fait toutes les missions, il s'accapare pratiquement tout. Alors que certains secrétaires d'État ont des feuilles de route précises. Aux travaux publics, le secrétaire d'État est chargé des routes. Donc c'est un peu spécifique. Il faut qu'on ait la culture de la démission, Jean-Jacques. Qu'on démissionne. Moi, bien sûr, si j'ai eu des prérogatives. Est-ce qu'on démissionne alors? Non, on peut. Il faut avoir cette culture. Parce que si moi je suis secrétaire d'État, j'ai un cahier de charge et que mon ministre de tutelle ou mon ministre titulaire m'applique de l'empêcher, j'ai deux choix. Je me plains au Premier ministre, je me plains là où il faut, jusqu'au président de la République. Si on ne fait pas, je dépose ma démission. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Mais il a quand même son salaire, il a ses avantages. Oui, mais je pense qu'on a d'abord... Il est respecté au quartier. Être ministre est une nomination. On peut partir de n'importe où pour être ministre. Ce n'est pas un emploi ministre. Moi, je pense que ministre, c'est une récompense, mais il faut comprendre qu'on parle de quelque chose pour être ministre. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas s'accrocher. Mais ce qu'on dit tout à l'heure sur le fonctionnement même problématique du gouvernement, vous avez les instructions qui partent de la présidence directement vers les ministres qui ignorent totalement le Premier ministre. Vous avez des événements là où le Premier ministre est censé représenter le gouvernement, mais c'est plutôt quelqu'un qui part de la présidence ou ailleurs. Il y a quand même tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a un dysfonctionnement au niveau du gouvernement. Ça, on ne peut pas le nier. Le Premier ministre, il n'est pas assez respecté. Ça, c'est visible. On voit qu'il y a la présidente de la République qui a, c'est pas un noyau dur, si je peux dire comme ça, et qu'on a l'impression que chaque ministre a un petit patron à la présidente de la République et que les décisions des ministres qui sont censés gérer des ministères doivent encore se faire valider par certaines personnes au niveau de la présidente de la République, ce qui crée vraiment un grave problème au niveau de la décision. Parce que le ministre, en réalité, il est en contact avec l'opérateur économique ou celui qui a un problème à résoudre, mais généralement, on se rend compte que lui, parfois, la décision qu'il prend ne vient pas de lui. Alors que c'est lui qui a été en contact direct, permanent, avec peut-être l'opérateur économique ou bien le citoyen qui a un problème, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on ne peut pas être libre de prendre la décision alors qu'on a été en contact avec celui qui a le problème, il y a un problème. Il y a les secrétaires d'État qu'on n'a jamais vus. Il y a un au ministère de l'Environnement qu'on ne connaît presque pas.
on découvre de temps en temps qu'il y a un secrétaire d'État. Est-ce que ce n'est pas le résultat également de cette surcharge au niveau gouvernemental où on a pratiquement une soixantaine de personnes qui se revendiquent ministres? Je suis content que vous parlez et vous donnez vous-même la solution. Vous donnez une esquisse de solution. C'est quoi la solution? Au Cameroun, on a une soixantaine de ministères, mais ça sert à quoi? La moitié suffirait pour faire l'affaire. Moi, je voudrais dire, n'est-ce pas, s'il faut percer l'abcès, il faut dire que, n'est-ce pas, moi je reviens plutôt à celui qui nomme ses ministres, le chef de l'État. Oui. Vous voyez, aujourd'hui au Cameroun, les fonctions et les attributions du SGPR sont pratiquement, n'est-ce pas, cumulables à celles du PM. Le SGPR, dans beaucoup de circonstances, prend la place du PM, de M. John Gouté. Ça, c'est vu, c'est connu de tous. Donc, moi, je crois que la personne qui est la cause de cette cacophonie, c'est le chef de l'État, qui est arrivé à un âge où il ne peut plus. Est-ce que c'est un problème d'âge? Parce que j'ai dit au départ que tout dépend de la personne qui les nomme et des cahiers de charges qui les sont assignés. C'est ça le problème. Vous voyez, je me rappelle dernièrement, en pleine crise anglophone, le PM avait donné certaines instructions par rapport à la crise du Nozo, mais le ministre Atangandi l'a désavoué. Et il n'a pas été inquiété, ni par le PM, ni par le chef de l'État qui sont ses patrons. Les cas pareils sont légion. Donc, je dis bien que tout part de la personne qui nomme ses ministres et secrétaires d'État. Alors, on a l'impression que le gouvernement est fait de petits dieux. Chacun est Dieu à la tête de son département ministériel. Il sort quand il veut, il fait sa communication quand il veut, sans demander même à l'autorité qui est censée gérer la communication gouvernementale. Et parfois, comme on dit au quartier, ça sort comme ça sort. Bon. En fait, je veux dire quoi? Je ne sais pas si c'est une question. Ça n'a pas l'air d'une question. Ça a plus l'air d'un constat. Et un constat qui est généralisé, qui est difficilement, en fait, qu'on peut difficilement remettre en cause. Parce que c'est un constat qui impacte non seulement au niveau de la gestion de l'État, mais également au niveau de la vie des Camerounais tous les jours. On se rend bien compte que bon, moi, je vais parlons un peu en termes de cas pratiques. Je prends le cas du PCRN. Je pense que les Camerounais ont vécu l'épisode de violation flagrante de la loi dont le PCRN a été victime au Cameroun. Et ça, le PCRN n'est pas le premier parti à avoir subi ça. L'UPC a subi ça, MDR a subi ça. Donc, il y a plein de partis politiques qui ont subi ça, violation flagrante de la loi. Et tout ceci est fait au nom de la loi, et également il y a une expression sac à dos qui est très très utilisée, c'est les troubles à l'ordre public, et qui n'est jamais véritablement défini. C'est un fourre-tout. Vous comprenez. Donc aujourd'hui, je pense que en fait, c'est un sujet déjà, je veux dire, j'ai l'impression même que les Camerounais se sont fait à l'idée, et à tort, se sont fait à l'idée qu'on peut justement violer la loi comme ça et que ça ne pose pas problème. Vous l'avez dit, il y a des tout-puissants à la tête des ministères, ce qui fait que ce soit, même ces secrétaires d'État-là, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils savent qu'ils peuvent être malmenés. C'est pour cela d'ailleurs que les journaux peuvent en parler, mais difficilement vous verrez des secrétaires d'État se plaindre ouvertement, c'est-à-dire, oui, effectivement, déclarer sur la place publique que le fonctionnement de leur ministère pose problème. Ils ne diront pas ouvertement que ça ne va pas, pendant que M. Epoko Anselme, qui est du ministère de la Jeunesse, coordonnateur national du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes Camerounais de la diaspora, le Paris jeudi, nous retrouve sur ce plateau. C'est le coordonnateur. Bienvenue. Bonsoir, M. Djavanzi, pour l'invitation que vous nous avez envoyée pour participer à cette émission. Bonsoir, mes copanélistes. On reçoit également à côté de vous Steve Tchengniang, est-ce que je vais bien prononcer tout à l'heure, qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avec la réalisation, on va afficher à nouveau la une de ce journal pour accueillir nos deux derniers invités. C'est Réalité Plus qui a sa une ce matin. Elle dit ceci: un bon et vrai ministre ne malmène pas son ministre délégué ou son secrétaire d'État.
le président Paul Biya ne vous a pas nommé là pour les brimer. Il développe, vous semblez indiquer que certains secrétaires d'État et certains ministres délégués souffrent par l'attitude, le comportement des ministres dits titulaires. Steve, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir à l'ensemble des panélistes ici présents. Bonsoir à tous les milliers de spectateurs qui regardent cette émission en ce moment. Et je pense que le RDPC a toujours sa voix. Allez, la voix du RDPC sur cette affaire soulevée par Réalité Plus, qui montre que le fonctionnement entre ministres, secrétaires d'État et ministres délégués, c'est un peu compliqué. Les autres se font marcher dessus. Bon, vous savez, si on veut prendre le problème dans ce sens, chacun aura son point de vue à donner. Vous savez, quand on est dans une famille, très souvent, il peut arriver qu'on a les malentendus. Et quand on a les malentendus, il y a des gens qui prennent ces malentendus-là et font un message différent du message qu'il faut porter. Et je peux dire que dans une administration, que n'importe laquelle, on a des règles, on a un programme, on a des projets. Et c'est pour ça que quand on vient dire qu'un secrétaire d'État se fait marcher dessus, ou non, quand vous arrivez, vous prenez fonction, on vous donne un cahier de charges, on vous donne une route, et maintenant, dans cette route-là, vous avez un ministre avec qui vous travaillez. Et maintenant, si vous regardez l'attitude de certains ministres, ils considèrent tous leurs collaborateurs d'abord comme leurs frères, parce que si vous ne me considérez pas comme votre collaborateur, comme un frère, je serai un caillou dans votre chaussure. Et vous allez imaginer que si vous venez ici pour dire non, telle a raison, telle a raison, dans chaque famille, il peut avoir des malentendus. Ça, il peut l'avoir dans chaque famille, même la nôtre. Mais à chaque fois qu'il y a un malentendu, je pense qu'il est nécessaire de prendre les responsables. Alors, nous on aime avoir des échanges francs Oui. sur ce plateau. Est-ce qu'il vous est pas déjà arrivé d'entendre que certains secrétaires d'État disent qu'ils sont en souffrance? Ils ne voient rien, comme on dit au quartier. Ils ne voient rien. Bon. Ils ne vont pas en mission, et ainsi de suite. Ils n'ont rien. Bon. Ils sont figuratifs. Parce que ce qui dit est politiquement correct, ça doit marcher comme si. Ils sont ça figuratifs, doit marcher comme ça. non. Mais nous, on fait. Oui, il y en a qui font des trucs. Regardez quand un ministre fait l'interview et que le secrétaire d'État est derrière. Quand les micros vont vers le ministre, le secrétaire d'État, il fait quoi? Non, mais Il est déjà obligé d'être derrière. Je voulais que tu dises ceci, Et puis, Jean-Jacques. non, je voudrais qu'il termine. D'accord. C'est une causerie. Hein. D'accord. C'est une causerie. On veut que ceux qui nous regardent nous fassent confiance. Vous savez que c'est des problèmes qui existent quand même dans le fonctionnement. c'est pour ça que je vous ai dit ici qu'il n'y a pas de famille sans problème. D'accord. Il n'y en a pas. Je peux vous dire que très souvent, on peut m'envoyer, donne 5 000 à ton frère. Hein, et en route, j'ai un petit problème et je me retrouve en train d'utiliser peut-être 2 000 ou 3 000. Et ça devient un problème. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire ici qu'il peut arriver qu'un secrétaire ou un X dit « je n'ai pas reçu » ou « non, je ne suis pas allé en mission ». C'est très normal, c'est monnaie courante. Bon, maintenant, dans une administration, comme je l'ai dit au départ, il y a une structure. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement que les gens viennent se plaindre pour dire « je ne vais pas en mission ». Est-ce que vous respectez la démarche de la structure qui est en place? Parce que les gens savent se plaindre, mais ils ne savent pas aussi donner un retour quand ils se plaignent. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous êtes dans une administration, l'objectif, c'est d'abord de vous donner pour l'amélioration des conditions de cette administration. Et maintenant, quand vous êtes donné, vous pouvez attendre. Et quand vous attendez le merci, quand ça ne vient pas, vous pouvez vous plaindre. Mais dans cette information qui est là, je ne vois pas un secrétaire d'État qui se présente en disant moi tel là, je ne vois rien passer. Moi j'en connais. Bon, moi j'en connais. Vous allez Jean-Jacques a même cité. Moi j'en connais. C'est pour ça que j'ai cité. C'est pourquoi on ne vous posera pas la question. J'imagine un peu l'embarras du directeur que vous êtes. Jean-Jacques a même cité. Non. Bon, allez-y, monsieur, pour votre point de vue. Bon, je dirais comme naturellement. Oui. La langue a l'habitude de mordier. Les dents ont l'habitude de mordier la langue sans que jamais ne se sépare. Un secrétaire d'État a
des engagements, a des obligations, a des responsabilités. Et ces responsabilités, dans l'administration, j'aime bien le langage anglo-saxon de l'administration civile, le service servant, au service du peuple. Et un serviteur du peuple a pour mission essentiellement de servir et rien que servir. Pour cela, il n'y a aucune raison. Et s'il n'a pas les moyens de servir parce que rien n'arrive à son niveau. Moi, je parle comme au quartier, hein, comme ces gens-là nous disent souvent, que rien n'arrive à notre niveau. Je ne sais pas ce qu'on appelle rien n'arrive, mais à ce que je sache, il y a le minimum pour pouvoir exercer ces missions. Si vous avez ce minimum, vous ne devez pas vous plaindre si d'autres avantages n'arrivent pas. C'est le rôle du serviteur que les fonctionnaires sont, de servir et rien que servir. D'accord. Bonsoir à tout le panel. Pour moi, la hiérarchie doit être respectée. Par ailleurs, je veux dire à M. Choudjem, le syndicaliste, qui ne sera jamais chef d'État. Qui a demandé que chaque fois vous parlez de président de la République, à chaque fois qu'il se fait inviter sur un plateau, il ne s'en passe pas de parler mal du chef de l'État. À l'entendre, si on lui donne le Cameroun pour 24 heures, il va le mettre à feu et à sang. Qu'il soit un peu respectueux, les hommes, respectueux du chef de l'État. Voilà, c'est Franck de Bokito. Ça vient de loin, hein, ce message. Il semble suivre tous vos passages sur les plateaux. Sauf qu'il n'a pas dit s'il y a mensonge ou pas. Ici, Jean-René Meva Amourou, journaliste, disons-le une fois pour toutes, secrétaire d'État, ministre délégué, juste des postes pour caser quelques citoyens. Généralement, il s'agit d'un strapontin politique pensé pour le décor. Jean-René Meva Amourou pense que les secrétaires d'État et ses ministres délégués sont là seulement pour le décor, pour trouver des postes à quelques personnes. C'était juste la mise en bouche, question de vous accueillir vous tous, madame et monsieur. Et on va entrer dans le vif du sujet, juste derrière une petite respiration. Quelques longs mois, voire même des années, l'exode massif des Camerounais, ils vont ailleurs. Ils sont nombreux aujourd'hui au Canada. On parle de plus de 50 000 Camerounais par vague qui quittent le pays, qui font tout pour partir à tout prix et à tous les prix. Pourquoi partent-ils? On a déjà tenu ce débat et puis il vient d'être enrichi par la sortie du président national du PCRN, Cabral Libi, qu'il dit clairement que les Camerounais partent parce qu'ils ont faim. Voilà, c'est une citation et c'est une citation qui va faire l'objet de ce débat. Le pourquoi parle-t-il? Est-ce que le président Cabral Libi a vu juste? Je vais commencer par Steve. Monsieur Jean-Jacques, ça me fait rire parce que, vous savez, l'immigration, c'est une histoire vieille comme le monde. Et on immigre un peu de partout. Et c'est très grave quand on a un élu du peuple qui dit les gens partent parce qu'ils ont faim. Juste pour cette situation, il faut comprendre qu'il faut que l'honorable Cabral Libi, avec tout le respect que je lui dois, mette un peu de la matière. Mais il faut préserver, c'est une image, hein, c'est une figure de style. Ce n'est pas fin de la famille ordinaire. Voilà. Parce que même si c'est une figure de style, il faudrait bien qu'on comprenne que le monde a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que des pays pauvres qui migrent vers des pays plus riches ou non riches. Et d'ailleurs, il y en a plein d'autres Africains qui migrent au Cameroun aussi. Il faudrait qu'on le sache, parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on dise les autres sont allés au Canada et tout. Et maintenant, dans l'immigration, on a des jeunes Camerounais très talentueux qui quittent aussi au Cameroun pour aller chercher, pour aller apprendre et pour revenir investir au pays. Ça, il faudrait que l'honorable puisse rappeler cela. Donc, quand on parle de l'immigration, il ne faudrait pas seulement qu'on jette un caillou dans une mer. L'immigration, c'est comme le monde. Et je peux dire ici que le RDPC pense que l'intelligence de la jeunesse camerounaise devrait permettre à ce que certaines personnes apportent leur contribution à la nation. Et maintenant, pour apporter la contribution à la nation, il peut arriver que vous ayez des opportunités de voyage. Et des opportunités de voyage dans des grandes universités, dans des grands centres hospitaliers pour aller se former et pour revenir. Mais maintenant, on a cette forme d'immigration aussi qui est ceux qui veulent partir à tout prix et à tous les prix. Et ça, vous le savez, on appelle généralement les beaux ailleurs. On en a plein dans le quartier
qui disent souvent, nous voulons partir. Partir, on ne part jamais de chez soi. Il faudrait que les gens le sachent. Vous ne pouvez jamais être bien à l'aise ailleurs que chez vous. Donc, déjà, c'est le premier message qu'il faut transmettre quand on parle de l'immigration. Mais non. Alors, ils partent parce que les beaux ailleurs existent. Est-ce qu'ils partent parce qu'il y a des raisons? Peut-être des besoins qui ne sont pas satisfaits. Voilà, c'est pour ça que dans la thématique d'aujourd'hui, il faut bien développer. Parce qu'on peut avoir des raisons de partir. Comme j'ai pris par exemple le cas de la recherche, le cas du travail. Le cas, il y a des gens ici qui ont eu même la chance d'avoir du travail au Cameroun, mais qui ont laissé, vous le savez, Oui. et qui sont partis. Ils sont environ 4000 aujourd'hui, Ouais. selon les derniers pointages du ministère de la fonction Et publique. qui avaient des salaires minimum. Et d'autres qui ont eu la fonction que d'autres n'ont, que d'autres cherchent depuis des années. Ça, il faudrait rappeler cela. Et je veux dire, c'est navré, c'est très navré pour nous de voir autant de personnes parties. Et je comprends, parce que moi, je suis parti de mon village natal aussi où j'ai grandi, pour me retrouver à Yaoundé. C'est une immigration. Donc ce n'est pas, je ne suis pas parti de là. Est-ce que quand vous le dites comme ça, ce n'est pas banaliser un phénomène qui prend quand même des proportions inquiétantes? Ça prend des proportions. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que c'est un peu comme le monde. C'est vieux comme le monde. Et comme c'est vieux, comme le monde, on devrait comprendre et laisser. Non, on ne devrait pas comprendre, laisser. C'est pour ça qu'il faut bien centrer le débat. La jeunesse aujourd'hui devrait comprendre que le Cameroun a besoin d'eux pour la construction de l'édifice Cameroun. Et pour cela, on a besoin des ingénieurs au Cameroun, on a besoin des commerçants, des hommes d'affaires au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont Alors, florissantes. là. sur le plan de la formation, les ingénieurs ne manquent pas. Oui. Mais ils partent parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas bien payés chez nous. Les enseignants qui partent disent la même chose. Les médecins qui partent disent également la même chose. Je suis d'accord avec vous, monsieur Jean-José, mais prenons le pouvoir économique. Et de donc, notre pays. ils ont faim. Non, 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 c'est pas la famille. Ça. C'est pas la famille parce que, je voulais vous dire, ils veulent avoir un peu plus. Comme dans la vie, chacun cherche à avoir un peu plus. Ça dit que j'ai une petite boutique, je voudrais qu'elle grandisse. C'est normal. Mais maintenant, il faut regarder en fait le sens des choses. Si déjà j'ai pu avoir un recrutement où j'ai un minimum salarial, Oui. il est normal que si ça peut déjà couvrir quelques besoins. Donc le président Cabral Libi est un peu dans l'exagération. Oui, je crois. Donc il faudrait qu'il comprenne que c'est vrai, on parle de l'immigration. L'État fait tout pour limiter l'immigration, mais les Camerounais ne vont pas toujours parce qu'ils ont faim. Alors, on le verra tout à l'heure dans l'État fait tout, avec le coordinateur du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes Camerounais de la diaspora qui est là. Mais le temps d'interroger Fatma sur ce qu'il dit, le président Cabral ferait dans l'exagération un peu d'ingrédients politiques autour d'une affaire qui semble ne pas être aussi grave que cela. Vous savez, le président Cabral Libi n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour convaincre les Camerounais qu'il a raison. Donc il a Parce que même le monsieur qui parle là, en fait, il est dans son rôle. Il le dit sans grande conviction. Et c'est un peu dommage qu'au Cameroun, vous avez constaté généralement, quand on soulève un problème au Cameroun, quand on, en fait, les partisans de bon, allez, on va passer. Allez-y. Non, je passe. partisan de quoi? De son parti? Je passe alors. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que quand on veut défendre l'indéfendable au Cameroun, on vous dit, il y a aussi ça se passe ailleurs. Et là, on ne dit plus que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça se passe ailleurs. Vous allez constater que chaque fois qu'on vous dit ça se passe ailleurs, ce n'est jamais sur un plan positif au Cameroun. Jamais sur un plan positif. Il y a inondation. Même en Chine, il y a inondation. Vous voulez comparer l'inondation du Cameroun avec l'inondation de la Chine où on peut secourir des gens en 2 heures, reconstruire une route en 1 nuit, pendant qu'un petit tronçon prend 2 ans chez nous. Vous ne pouvez pas comparer. Vous comprenez? Quand on dit, on dit oui, même en Centrafrique, ne comparez pas le Cameroun, un pays qui a été en guerre pendant longtemps. Dans le fond, Alors, pour répondre à ce que le président Cabral Libi dit. Ce que je veux dire, c'est ça, je veux vraiment, allons-y terre à terre, d'accord? Pourquoi est-ce que le gouvernement a mis sur pied une politique qui consiste à retenir, par exemple, les enseignants dans les aéroports pour qu'ils ne puissent plus partir? Parce que on a assisté ici pendant ces dernières années à OTS. Les enseignants en avaient marre. On a vu l'état de décrépitude dans lequel les enseignants étaient.
On a découvert des situations catastrophiques dans l'arrière-pays, les avancements de plus de 10 ans, des gens qui avaient du mal à être payés, ceux qui avaient du mal à suivre leur dossier, qui avaient du mal à suivre leur dossier. Vous arrivez à Yaoundé, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal, c'est-à-dire même la digitalisation, elle va se faire, elle va pas se faire, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que le manque de digitalisation dessert une cause, celle de la corruption. On te dit, paye quelque chose pour suivre ton dossier et tu ne vas pas abandonner ça pour aller vers un avenir meilleur. Comment? Dernièrement, le ministère de la formation professionnelle a rendu public un communiqué où on demandait en fait de bourses pour des étudiants camerounais. Mais je vous dis, on nous dit la date limite c'est le 29 novembre et c'est signé le 30 novembre. Ça c'est le Cameroun. Vous comprenez? Je pars sur un autre plan. Allons-y sur la réponse. Allons-y sur le plan sportif. Je suis en train. Le propos de Cabral Libi. Ils partent pourquoi? Parce qu'ils ont faim. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je pense que je suis suffisamment clair. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Allons-y sur le plan sportif. Vous connaissez le problème des primes. De la famine, mais je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y, c'est les échanges. Vous connaissez la situation des handballeurs, des volleyeurs et tout. Les gars, ils vont jouer, ils reviennent, ils n'ont pas de primes. Et ça, je vous cite 2 sports seulement. La situation est catastrophique sur le plan sportif. Mais vous allez voir un Francis Ganou qui a essayé comme il a pu, il a bosa. Il est allé, il s'est enfin trouvé et dès qu'il revient, on le présente comme un drapeau alors qu'il est exactement l'exemple même de l'échec du système camerounais. Mais célébré. Alors qu'est-ce qu'on met dans « ils ont faim » Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi, les talents ne sont pas revalorisés. Oui. Mais quand vous ne donnez pas de primes à des jeunes sportifs, vous croyez que s'ils ont l'opportunité ailleurs, ils ne vont pas partir. Aujourd'hui, on reproche par exemple à un joueur Embiid de jouer pour les États-Unis alors qu'il a attendu des années. Alors quand vous écoutez, c'est que le Cameroun, il ne faut même pas rester ici. Non, je ne dis pas qu'il... Écoutez-moi, je dis ceci. Je dis, il faut, si on ne met pas à plat, vous savez, quand couvre une blessure, elle pourrit. Voilà. Vous comprenez? Il faut nettoyer, il faut ouvrir la plaie. Ça va faire mal, mais il faut la nettoyer. Il faut que les gens sachent que ça ne va pas. Du Parti écologiste du Cameroun, ses collègues, c'est entre vous les présidents des partis politiques, Cabral Libi dit que les gens partent parce qu'ils ont faim. L'avantage qu'on a, et c'est pour cela qu'on a insisté pour vous avoir, c'est que vous avez longtemps été dans la diaspora, vous êtes au Cameroun, et lui il dit que les gens partent parce qu'ils ont faim. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Mais moi, je pense que le président Cabral, il a tort de parler comme ça, pour 3 raisons majeures. La première raison, c'est que ce qu'il dit est complètement l'opposé de son propre parcours. Parce que je pense que M. Libi, je ne le connais pas très bien, mais je l'observe en tant que... Je l'ai vu comme journaliste, comme activiste, comme sur les plateaux de télévision. Et je pense que s'il fallait partir parce qu'on avait faim, il serait déjà parti. Mais il est resté, il a fait de la politique, c'est très bien. Donc je pense que les gens ne parlent pas parce qu'ils ont faim. Parce que si c'était le cas, je pense qu'il aurait déjà fait plusieurs pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que son rôle d'élu de la nation, étant jeune, ne lui permet pas de tenir ce genre de langage. Pourquoi? Puisqu'il représente quand même ces jeunes, il représente la population. Il doit ressortir les sentiments de cette population. C'est une expression un peu ambiguë. Je pense qu'on a besoin, sur des problèmes aussi sérieux, d'avoir de la précision et de la clarté. Oui. Ce n'est pas assez clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on débat, parce que ça part dans tous les sens. Qu'on a un homme politique, sur une question aussi sérieuse qui concerne la jeunesse, il faut avoir des propos précis. Et là, ce n'est pas précis. C'est comme du jeu, comme de l'amusement. Or, je pense que c'est un leader politique qui est suivi et qui devrait faire attention et parler avec précision. Aujourd'hui, le Cameroun, si je prends la phrase de la faim, c'est le grenier de l'Afrique centrale. Je pense pas que. Je pense qu'aujourd'hui, en termes on alimente le Gabon, on alimente beaucoup de pays. Mais on n'est pas en sécurité alimentaire totalement. Les derniers rapports le disent. Allez-y. On alimente aussi les pays voisins à l'électricité, mais on a les délestages chaque jour. En termes de faim, juste un exemple. On pourrait voir que c'est pas, je vais dire, c'est pas un langage qui tient la route. La deuxième chose, en l'écoutant, on peut dire, ça ne sert à rien de rester,
il faut partir parce qu'on a faim pour réussir. Ce qui est complètement faux. L'immigration, comme a dit un des co-panélistes, c'est un phénomène normal, surtout concernant les jeunes. Mais qui a des motifs. Qui a des motifs. Bien sûr, les gens ne partent pas forcément par plaisir de partir. Le Cameroun, vous avez posé une question intéressante, qu'il faut commencer par là. Qu'est-ce qui met dans on a faim? Si c'est à manger, j'ai dit non. Parce que les gens dépendent des moyens considérables pour pouvoir voyager. Même ce n'est pas gratuit. Même être beaux ailleurs, ce n'est pas gratuit. Où est-ce que je veux dire? Alors il aurait pu manger. Et déjà, il faut être en bonne forme physique parce que le beaux-arts, d'abord, il y a du trajet. D'accord. Et si c'est ce qui fait ne pas avoir faim de façon instituée, c'est-à-dire vous avez un boulot, vous êtes bien payé. Et il semblerait, dans son propos, que ce n'est pas ce qui est évident au Cameroun, avoir du boulot. Là aussi, vous n'êtes pas d'accord. Non, ça c'est un cas précis. Ouais, c'est que les gens au Cameroun, il y a un problème. C'est clair que les compétents ne sont pas assez valorisés. Moi, je parle de deux côtés. Je travaille dans la diaspora, je suis au Cameroun, donc je connais bien comparer les deux côtés. Et il est clair que nous avons encore des efforts à apporter. Nous, au Parti écologique, on propose ces réformes. La réforme de la fonction publique, la réforme du milieu économique. Il y a beaucoup d'insuffisances et qu'il faut réformer pour que les gens puissent vivre de leur intelligence, de leur école et de leur métier. Alors, est-ce que l'erreur qu'on ferait ne serait pas de se limiter à son propos, faire comme on dit? C'est pour ça qu'il dit que c'est mal choisi. Non, c'est lui qui a choisi les mots. Nous, on est censé analyser tout cela. Est-ce qu'il le dit facilement, compte tenu quand même des problèmes qu'on connaît? Il y a des problèmes, ça c'est évident. Donc je pense qu'il a le droit de le dire, mais il l'a mal dit. Mais si je prends le cas en disant, aujourd'hui... Il peut dire la même chose, mais en disant bien, selon... Oui, selon moi. En disant bien. Oui, puisque c'est un homme politique. Et je pense que dans la politique, il faut utiliser des mots justes. On ne peut pas faire des devinettes en politique. D'accord. Gabriel, Oui. qu'est-ce qu'on met dans les jeunes, les Camerounais partent parce qu'ils ont faim? Vous savez, on ne peut pas être convaincant lorsqu'on parle sans donner les chiffres. Oui. Moi, je crois que ce que Cabral Libby dit... Alors, ce n'est qu'un bout de phrase qu'on a choisi. Oui, ce n'est qu'un bout de pour phrase. faire le thème. Cette phrase-là peut faire... Si cette phrase-là est développée... Voilà, ne demandez pas qu'il y ait tous les chiffres ça peut même dans faire des une livres. phrase. Voilà. Regardez par exemple, est-ce que vous savez que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté? Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est un rapport du Minepat. 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Voilà déjà un indice de la famine au Cameroun. Voilà. 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour. Ça, c'est des chiffres palpables, visibles, traçables. Oui. Et 90% des Camerounais sont dans le secteur informel. Vous voyez? Voilà, n'est-ce pas, des réalités palpables, quotidiennes au Cameroun. Est-ce que vous savez que le Cameroun, n'est-ce pas, les politiques publiques ont été abandonnées au profit des affaires périphériques au Cameroun? Comment expliquer, Jean, qu'au Cameroun, n'est-ce pas, l'État a brillé par la fermeture des sociétés qui faisaient jadis la fierté de la jeunesse? Je vais parler, n'est-ce pas, de la Sofibel, je vais parler, n'est-ce pas, de la Bata, la Lucam, le Fronader, le Camchip, ONCPB, Camsuco, la Bogénie. Ça, c'est une faillite. Ça, c'est la faillite, Jean-Jacques. La Bogénie est quand même encore là. Vous voyez? Non, il cite comme il cite. Vous voyez? Ça titube, mais c'est encore Il là. cite même ce qui est ouvert. On peut comprendre. La bataille est encore là. C'est bon. Hein? Sofibel est encore là. La Camchip est encore là. Voilà. La Camchip est Donc, encore là. vous voulez dire que vous comprenez bien ce que Cabral dit. Mais ce qu'il dit là, il puise d'espace ses déclarations dans la vie quotidienne du Cameroun, dans la réalité Oui. au Cameroun. Et je voudrais dire ici là que, vous savez, il y a les statistiques. Environ 10 enseignants partent chaque mois pour le Canada. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Mais vous êtes enseignant. Et au Canada, Vous êtes enseignant. je suis enseignant. Vous ne partez pas. Je le suis. Je serais parti depuis 10 ans. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai décidé de rester, n'est-ce pas, pour aider mes collègues à résoudre le problème camerounais. Alors, au Canada, on paye environ 35 $. On va partir dans la comparaison des salaires parce qu'on C'est qui est va pas l'équivalent? s'en sortir. Non, non, entre ce qui est payé au Canada et ce qui est payé au Cameroun, on ne va pas s'en sortir Très si bien. on est dans la Merci comme vous le comparaison. savez. On retient que Merci comme vous le qu'ils savez. sont mieux payés là-bas. Et vous voyez que le SMIC, le Cameroun a l'un des SMIC les plus bas au monde, vous le savez, 60 000 francs. Alors qu'au Gabon, à côté, le SMIC est de, je crois, 160 000 francs par mois. D'accord. Vous voyez? On vit comment? Alors, qu'est-ce Vous voyez? qu'on met dedans, monsieur le directeur, monsieur le coordinateur? Qu'est-ce qu'on comprend dans les Camerounais partent parce qu'ils ont faim et dans les développements, monsieur Choudem le dit, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, on a fermé les sociétés, c'est difficile. Qu'est-ce que vous comprenez lorsque vous lisez cette phrase? Merci Jean-Jacques Zé pour cette opportunité. Vous avez dit que Cabral Libby a utilisé une figure de style. Oui.
je dirais que les Camerounais ont faim de savoir, ont faim de technologie, ont faim d'apporter leur contribution au développement de notre pays. La preuve, c'est qu'on a cité ceux qui sont partis et qui sont revenus et qui aujourd'hui font la fierté du Cameroun. Les Camerounais ont Comme votre voisin. évidemment, comme Francis Ngannou qu'on a cité, on peut en citer beaucoup dans ce sens-là. Est-ce qu'on va Mais être fiers, nous, il faut dire, de Francis Ngannou? Est-ce qu'on va le citer? Il parmi faut les dire. On ne peut pas, on ne réussites peut de pas notre dire système? que, on ne peut Est-ce pas que- dire est-ce qu'on va le que, citer? on ne peut pas prétendre que Cabral Libi aurait dit à travers sa phrase qu'il encourage les gens à partir à Bossa et dit dans le même souffle que Francis Ngannou serait un exemple. Déjà, bon, je ne vais Vous pas avez vous pris couper. 40 secondes. Vous Continuez. avez pris 40 secondes. Allez-y. Monsieur Fonko. vous savez, à un moment de l'histoire de l'humanité, ils sont venus par force prendre des ressources humaines chez nous. Aujourd'hui, on utilise d'autres stratagèmes pour pouvoir les prendre. C'est à nous de faire des efforts pour pouvoir, avec un monde en permanence en mutation, de garder notre population. Les raisons pour qu'ils partent sont nombreuses. Les pays dans lesquels ils vont ont développé des infrastructures qui font que, à un moment donné, on a l'impression que c'est beau là-bas. Je sors de la France où j'ai vu mes compatriotes dormir dans la rue. Ah oui. À Porte-Maillot et tout ça, on les voit là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un modèle? On y va parce qu'on nous attire pour y aller. Mais la vérité est que au Cameroun, il fait bon vivre. Vous avez parlé des Il fait bon vivre? vous avez présenté les chiffres, les statistiques en termes de seuil de pauvreté. Mais, comparaison n'étant pas raison, ailleurs, il y a également de la pauvreté. La preuve, c'est que au moment où beaucoup sont en train de partir, beaucoup immigrent au Cameroun. Et c'est là où vous travaillez. Et justement, je voudrais vous faire une anecdote. J'ai reçu récemment un Ivoirien, un jeune Ivoirien qui revenait au Cameroun justement parce qu'il souhaitait partir. C'était le chemin de la migration. Parce qu'il faut préciser que le Cameroun est à la fois un pays de destination, de transit. départ et de transit de la migration. C'était pour lui un pays, c'était un transit. Mais il est arrivé au Cameroun, il a vu les opportunités que le Cameroun offrait et aujourd'hui il est installé au Cameroun où il exerce un métier qui le nourrit. Les opportunités au Cameroun sont nombreuses. Et c'est pourquoi est-ce que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique travaille à ce que les jeunes ne partent pas sans avoir un projet d'immigration précis. Parce qu'il faut le dire, comme l'a dit Steve, la Immigrer migration, en soi-même n'est pas une mauvaise chose. voilà, la Oui. migration est un droit. La preuve, c'est que pour arriver ici, j'ai fait de la migration. Pour partir de mon village, comme il a dit, pour la ville, c'est de la migration. Mais la migration devrait avoir un projet. On migre pourquoi? Je migre pour aller faire des études. Et à la fin de ces études-là, qu'est-ce que j'en fais? Je reviens dans mon pays. Nous sommes tous des Ouais, migrants. mais l'exode rural, ce n'est pas la même chose que la migration. Non, c'est la migration interne. Pas du tout, mais parce que l'exode rural, vous ne laissez pas vos racines. Où est-ce que je veux dire? Vous êtes dans le même contexte. Vous quittez votre village, vous venez à Yaoundé, vous êtes dans le même pays. Vous avez le même hymne national, mais celui qui va à l'étranger, ce n'est pas le même contexte. Donc c'est assez différent. C'est un déracinement. Donc il y a problème. Mais dans le monde de l'emploi, on passe soit de l'immigration temporaire pour ceux qui quittent leur village pour aller travailler quelque part. Allons-y. C'est pour ça qu'il y a l'immigration interne comme Voilà. Je parlais de la migration D'accord. interne parce que Il y a ceux qui vont se former. Oui. On n'en fait pas débat, c'est plutôt une bonne chose, aller chercher la technologie pour amener chez nous. Mais ceux qui partent maximalement parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, parce qu'ils n'ont pas été financés dans leur projet, Oui. ils sont nombreux ceux-là. vous avez raison de dire que la migration, les causes de la migration peuvent être un mal-être. Mais vous savez également que le mal-être peut être psychologique. Ça peut être dû au fait que, parce que vous avez vu comment la télévision vous a montré des belles rues, alors vous vous dites, je vais aller voir ça. Parce que vous avez vu une série qui vous a bluffé, vous vous dites, je peux aller vivre comme ça dans ces pays-là. Mais la réalité est tout autre. Lorsque Gabriel, tout à l'heure, voulait faire la comparaison des revenus, vous savez combien coûte une chambre moderne à Yaoundé? Vous savez combien coûte une chambre moderne au Canada?
La comparaison est Mais une chambre moderne à Yaoundé coûte combien? Au moins 35 000. autour de 25 000 francs. Autour de 25 000 Pas 25 000. autour de 25 000 francs. Non, On est à Non, 35 non. 000. 25 000, Informez-vous c'est- bien. 25 000, c'est une chambre À simple. Yaoundé. Ce que Jean-Jacques dit est vrai. 25, 30, 35 000. Oui, c'est 35 ça, 000. c'est ça, Une Jean-Jacques. chambre moderne. Une chambre. Quand on a un SMIC de Informez-vous bien, monsieur le 60 000 par Les là, chambres vont il même faut jusqu'à quand même- Vous n'êtes pas bien 50 000. informé. Oui, Je parle de la moyenne. La moyenne. Je parle d'une chambre Jusque moyenne. là, c'est Vous même mettez pas le ça. prix à 25 000, c'est ça. Ce n'est pas une chambre D'accord. moderne, 25 000. Mais On vous le conseille. on est d'accord que vous ne pouvez pas vivre avec 25 000 francs au Canada. Vous ne pouvez pas avoir une chambre de 25 000 francs au Canada. On ne va pas entrer dans ces C'est comparaisons-là. pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas faire. Il faudrait pas faire de on va Même pas s'il faire faut comparaison. aller de ce point de Mais vue, pour n'est-ce dire- pas, il n'y a pas de match pour entre dire- les deux pays et sur tous les plans. Voilà. Il n'y a pas de match. Voilà. Monsieur, Et c'est pourquoi Très est-ce que bien. je dis que Finissez. c'est pourquoi est-ce que je dis que dans les pays développés, on a mis des effets pour attirer les jeunes d'autres pays pour qu'ils la force de travail pour développer ces pays-là. Ce qui n'est pas le cas Mais- au Cameroun. Vous permettez, mais c'est aux jeunes de comprendre que ils ont le devoir de développer leur pays, d'être résilients, de travailler pour que ce pays puisse se développer. Personne d'autre ne viendra développer ce pays que des Camerounais. Aucune autre population ne viendra développer ce pays. Mais les Camerounais si ce sont volontaires. Vous êtes au ministère de la Jeunesse. Vous savez justement. combien sont les jeunes qui viennent de ce côté? Ils veulent rester chez eux. Ils veulent être encadrés. Ils veulent des financements. Et c'est pourquoi est-ce que, généralement, et c'est c'est là pourquoi où est-ce que ça se passe mal. et c'est pourquoi est-ce que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a mis en œuvre un certain nombre de programmes pour pouvoir les encadrer. Il y en a beaucoup, hein. Et il y en a beaucoup au ministère de la Jeunesse et beaucoup en profitent. Ils sont nombreux qui ont décollé grâce aux différents programmes et projets qui sont mis en œuvre au ministère de la Jeunesse pour pouvoir permettre à notre jeunesse de commencer une activité génératrice de revenus, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux. Et je voudrais également préciser que lorsque le projet de migration est bien ficelé, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique accompagne les jeunes à la migration. Nous le faisons dans les pays comme l'Allemagne, où à date nous avons accompagné une soixantaine de jeunes à la migration régulière pour des formations de haut niveau. Nous accompagnons des jeunes pour la migration en France pour des formations de haut niveau. Mais ce sont des projets qui sont bien ficelés, avec des jeunes qui savent exactement pourquoi ils vont, quel est l'objectif que nous, au Cameroun, nous avons pour eux. Ils savent pertinemment qu'au bout d'un certain temps, après la formation, ils doivent venir contribuer au développement du pays. D'accord. Monsieur Jean-Jacques Zé, la thématique inscrite ce jour a son mérite, car voici qu'on sait tous que l'immigration est comme l'homme du RDPC le dit, bien que c'est plus vieux que le monde. Ok, c'est tout dit, disais-je, qu'on immigre pour des besoins, tout d'abord de bien-être et donc de famine. Je pense que la problématique que relève M. Liby trouve toute sa pertinence dans la perspective d'envisager justement une solution durable, l'emploi des jeunes et non l'enfumage que fait le ministre de la Jeunesse et de son représentant sur le plateau. Bien-être permet d'être bien et ne pas sortir. C'est David de Garoua, on s'est battu pour lire l'essentiel, parce que vous du ministère de la Jeunesse, vous faites dans l'enfumage. Bonsoir à vous sur le plateau. Le président du parti écologiste nous a donné davantage d'arguments pour se désintéresser de son parti. Vous venez de chasser les militants. Chasser les militants. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux là-bas qu'ici. Martin Guidollard de Nkola Famba, que vous n'avez pas recruté les nouveaux militants aujourd'hui. Bonjour frère Jean-Jacques. C'est lui qui est parti. Donc, voilà. Que le Cameroun est incapable de produire la simple CNI. Et qui, voilà, dit que vous ne produisez pas déjà la simple CNI. Comment vous avez produit les conditions pour que les Camerounais restent? Si un étranger séjourne parmi vous dans votre pays, vous ne lui ferez aucun tort. Ça, tout la Bible le dit. C'est un peu long. On essaiera de prendre l'essentiel de votre message tout à l'heure. En écoutant justement le représentant du ministère de la Jeunesse tout à l'heure. Oui, je suis en train de venir à toi. C'est que l'enseignant a tout noté, avec les statistiques et autres. Les bords sont bien faits. Vous voyez, 1312 candidats furent écartés lors du concours des forces armées nationales par le ministre Betty Assomo. Pourquoi? Pour faux diplômes. Oui. Et il y a de cela 2 ans, 981 candidats avaient également été écartés, toujours pour les raisons de faux diplômes, à cause, n'est-ce pas, de la rareté de l'emploi
n'est-ce pas, qui accentue, n'est-ce pas, le départ. C'est passé à la réalité de l'emploi que les gens sont allés faire les faux diplômes. Écoutez, laissez-moi m'exprimer. Pourquoi est-ce que les gens vont même tellement pour faire les concours de la fonction publique? C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Les sociétés qui pouvaient les employer ont été fermées. Le ministère de la Jeunesse a beaucoup de programmes. Ah non, quel problème? Ça, ce n'est que l'heure. Tout ce qu'il dit là ne reste que sur le papier. Ah bon? C'est pas vrai. Ça, c'est pas les statistiques. Jean-Jacques, Oui. 3000 instituteurs à recruter dans la fonction publique. Nous avons enregistré 51 000 candidats. On veut 3 000 et il y a 55 000 candidats. Ça s'est passé en novembre dernier dans les 10 chefs de région. Ça s'est passé en novembre dernier dans les 10 chefs de région au Cameroun. Alors maintenant, où iront et que feront le reste des 48 000 instituteurs qui ne seront pas recrutés? Mais donc, il y a un problème d'emploi, un problème sérieux d'emploi au Cameroun. C'est palpable. Je peux citer des exemples comme ça, 10, 20, 30, 40. Vous voyez? Est-ce que vous savez que les marchés publics s'achètent au Cameroun à hauteur de 10%? D'accord, on parlera des marchés publics. Est-ce que vous savez que pour entrer à l'ENAM, pour entrer à l'école de on achète? Oui, vous avez donné quelques statistiques qui semblent montrer qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Quand on ouvre un concours, c'est énorme, la masse de jeunes qu'on voit. Elle est même effrayante. La question centrale, comme je l'ai dit, le président Libye a dit quelque chose de pertinent, mais il a utilisé les mauvais mots. Et il faut comprendre que Bon, dites-le avec vos mots. la question centrale, c'est la question de l'énergie. On ne peut pas développer un pays sans énergie. Et au Cameroun, il y a un grave problème d'énergie. Les citoyens d'un pays demandent 3 choses. Une énergie disponible, une énergie moins chère et une énergie propre, ce que nous n'en avons pas. Là, vous êtes à un autre niveau. Oui, non. Pour arriver à l'énergie, il faut avoir de quoi payer cette énergie. Et donc, un emploi. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas avoir d'activité économique. L'énergie est la base du développement. Et il n'y a qu'un développement possible, que ce soit institutionnel, économique, l'éducation, le sanitaire, l'hôpital ne peut pas fonctionner sans énergie. Donc on se rend compte que la question centrale, c'est la question de l'accès à l'énergie, qui n'est pas acquise. Comme elle n'est pas acquise, nous, au Parti écologique, c'est notre combat. Parce qu'on sait que tous ces problèmes découlent d'une problématique majeure qui est la question de l'accès à l'énergie. Comment voulez-vous émanciper une population ou un peuple sans accès à l'énergie? Dans le noir. C'est impossible. Donc c'est la question centrale. Tous les conséquences, soit l'immigration, le problème d'emploi. Attends, quelqu'un te recrute, tu n'as pas de lumière toute la journée, tu travailles comment? C'est ce qu'on voit. Tu vas au ministère. Mais il faut d'abord qu'on te recrute. Oui, mais déjà, ça sert. Maintenant, je peux te débrouiller avec la lampe ou la bougie. Voilà, non, mais quand tu vas au ministère, on te dit qu'on ne peut pas signer tel papier, il faut attendre que la connexion arrive. Mais la connexion, c'est quoi? C'est lié à l'électricité. Parce que les pylônes de Camtel ou des MTN ou de Orange sont alimentés par quoi? Il faut bien les alimenter à l'énergie. Donc sans énergie, il n'y a pas de développement. D'accord. Fatouma, quand on écoute le représentant du ministère de la Jeunesse, il nous informe quand même que on ne parle pas parce qu'il n'y a rien. Le ministère a un ensemble de projets et de programmes pour les jeunes. Vous savez, je disais, sur le plateau, il y a des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité des Camerounais. Mais je dis complètement déconnectées. Et c'est un peu dommage parce que quand vous avez des responsables de programmes, je ne sais pas, qui vous disent que les Camerounais n'ont pas faim, c'est grave. Il n'a pas dit ça. Je dis c'est très grave. Vous avez Permettez-moi de terminer. Je termine. Vous allez réagir. Oui. Vous comprenez? Certains ont dit, je ne parle pas d'un individu, j'ai dit sur le plateau, chacun va se reconnaître. If the shoe fits, wear it. Donc, sur le plateau, il y a des gens qui sont déconnectés des réalités. Wow. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit qu'un Camerounais, les Camerounais n'ont pas faim, c'est que c'est grave. La vie chère, c'est-à-dire c'est la première chose que tout Camerounais décrit. C'est la première chose que tout Camerounais décrit. Est-ce que vous savez que selon l'INS, le taux de chômage est de seulement 7% au Cameroun? Le taux de chômage est de seulement 7%. Ce que vous contestez. Non, je viens, je suis en train de, vous allez comprendre d'où vient le paradoxe. Et le taux de chômage est de 7%, pourquoi? Parce que le sous-emploi est de plus de 80%. Ça veut dire que les Camerounais tirent le diable par la queue. Le système D, la débrouillardise. Vous comprenez? Ils sont avec des brouettes en route, ils essayent. Mais comment quelqu'un peut faire, je prends un exemple banal, quelqu'un fait ses études d'ingénieur, informaticien et tout, il finit.
pour trouver le travail. Il trouve le travail, on le paye à hauteur de 50-60 000 francs le mois, pendant qu'il a payé entre 200 et 500 000 francs pour se former par an. Il essaye même les jobs, ça ne donne pas. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent sérieusement. Moi, je ne peux pas remettre totalement en cause l'existence de programmes. Mais je vous dis, ces programmes-là ne sont pas suffisants pour combler le manque qu'il y a, le manque d'emploi et d'emplois revalorisants qu'il y a dans la société camerounaise. On ne peut pas bâtir un État sur la taxe, sur la douane. On crée les emplois quand? On crée les richesses quand? Quelles sont les sources de création de richesses? Encore que quand même il y a une entreprise qui naît, on connaît comment ça se passe. C'est encore, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un avant d'avoir... c'est compliqué. Et si aujourd'hui, quand vous dites que non, les Camerounais n'ont pas faim, non, écoutez, nous n'encourageons, au PCN, nous n'encourageons pas le départ des Camerounais. Non. Quand le président Kabila lui dit que les Camerounais ont faim, c'est d'abord déceler le problème. Quand vous avez fini de déceler le problème, vous trouvez les solutions. Alors, on crée les emplois quand? On crée les richesses quand? C'est la question qui découle justement de l'argumentaire développé par le PCRN, qu'on ne bâtit pas un État sur les impôts, les taxes et la douane. Bon, Jean-Jacques, je vais commencer par la répondre en lui disant, je peux comprendre son raisonnement et je comprends qu'ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir une gestion pour comprendre ce que c'est que la gestion. Il faudrait déjà qu'elle le sache. L'État ne peut pas recruter tous les Camerounais. Ça, même l'enseignant qui est là ne peut pas me dire. La fonction publique ne recrute que 3,5% de la population. Permettez. C'est pour vous aider. Oui, c'est pour compléter. C'est pour vous aider. La fonction publique ne recrute que 3,5% de la population. Mais C'est elle a, pour vous dit, aider. elle a parlé de création de richesse. Permettez. Qui ne veut pas dire... Je vous aide à développer votre argument. Laissez-moi développer. Oui, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle chez nous l'auto-emploi. Vous comprenez? L'auto-emploi permet de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes que l'État à lui seul ne peut pas résoudre. Et ça, ce n'est pas seulement au Cameroun que ça se passe, même en France, même au Canada dont vous parlez, il y a de l'auto-emploi et qui bénéficie des facilités. Très bien. Il faut qu'on s'assure que les facilités... Permettez. On est dans votre sens. Vous Voilà. avez dit auto-emploi. mais- Quand vous allez parler, quand on parle de facilité, écoutez, si vous êtes bien organisé, vous respectez les lois qui font à ce que vous ayez une activité X ou Y, c'est normal que vous ayez la facilité. Mais maintenant, vous savez que nous avons aussi beaucoup de mafieux qui ne respectent pas un certain nombre de choses. Oui, il y a des brebis galeuses. On est d'accord. Et ça, c'est ça qui fait tout un pays. Et ça, il faut pouvoir accepter et gérer le pays en respectant toutes ces L'auto-emploi valeurs. suppose que vous avez des moyens pour lancer Non, une pas affaire. toujours. Pas Pour toujours. lancer une affaire. Pas toujours. Vous avez un projet. Pas toujours. Oui. Il faut quoi si Je ce n'est vous- pas des je- moyens? je vous ai- tout à l'heure, le coordinateur vous parlait par exemple de programme. Elle a dit que non, il n'y a pas de programme. Qu'elle ne met pas totalement en doute ses programmes. Pardon. Voilà, elle a dit Il a qu'elle dit ne met ça, pas hein. totalement en doute Vraiment. ses programmes. Ça va, c'est arrangé. Incroyable. Pour dire qu'on n'a pas besoin des moyens financiers dans sa poche pour aller vers un programme. Voilà. Vous comprenez? Il faut s'informer. Il faut d'abord s'informer. Parce que la première des choses, c'est que les gens ne s'informent très mal. Ils ne savent même pas où Ils s'informer. ne savent même pas où s'informer. Souvent même, Il y a même les Le voisin va répondre. permettez. Oui. Souvent, on a même la bonne information, mais on hésite. On se dit, mais non, j'y vais pas. Alors, il faut s'informer. Quand vous avez... Chat échaudé. Voilà, quand vous avez la bonne information, vous vous rapprochez, vous apportez un projet bien ficelé, et si vous ne savez pas faire un projet, on vous accompagne dans la ficelisation de ce projet. Il y a des programmes qui sont là. Maintenant, au-delà de ça, il y a des hommes d'affaires qui ont des entreprises, qui recrutent. Ça, on ne peut pas aussi le dire. Il faut aussi bien le dire. Il y en a plein d'hommes d'affaires qui recrutent. Et comme Même ça. comme le taux est très minable. On recrute. Il est là, il a Ça les chiffres. existe, Il a les chiffres. mais le taux est très minable, Je insignifiant. voudrais qu'on existe parce que vous êtes enseignant et vous pouvez être un homme d'affaires demain. Je pense qu'il faudrait que vous restiez en tant qu'enseignant, en tant que personne qui est censée diriger. Je vous Non, c'est aide. important de compléter. non, C'est important non. de compléter. Il nous donne juste les éléments Voilà. pour compléter. Il y en Voilà. a, il y en a qui recrutent, n'est-ce pas? Il y a aussi qui commencent la vie aussi difficilement.
dans les laveries et tout, qui se battent pour avoir un morceau de pain. Même avec les motos. Même avec des motos. Oui. Et c'est pour ça que je voudrais dire ici que aujourd'hui, le monde fonctionne sur des nouvelles technologies. Le monde a véritablement pris la vitesse de la lumière. Et du coup, quand vous restez, vous regardez, vous dites, mais mon ami qui faisait la moto, parce qu'il y a aussi l'information, est parti au Canada. Souvent, vous ne savez pas comment il a fait pour aller au Canada. Vous vous dites, vous entendez seulement, non, il est passé par le Maroc, il est entré par ici, et vous décidez de prendre ce chemin-là, et quand on appelle la famille 2-3 mois après pour dire que non, vous êtes en prison, vous êtes en cellule, vous êtes décédé. C'est pour ça que nous devons d'abord passer le message à nos frères en disant, c'est bien, l'immigration n'est pas mauvaise, mais il faut prendre les canevas normales pour faire une immigration. Il faut faire l'immigration pour aller faire une recherche, une formation, pour aller apprendre et venir servir. Ne pas courir pour aller en route mourir. Ça, on est contre ça. Et maintenant, le Cameroun, comme on a dit, ce n'est pas des personnes d'ailleurs qui viendront, n'est-ce pas, développer notre pays. C'est nous qui allons développer notre pays. Merci. Bonjour le panel, bon débat comme toujours, mais j'aimerais poser une question au représentant du ministère de la Jeunesse. On est en train de venir à vous maintenant. Les programmes dont on nous parle depuis, ont-ils fait études et statistiques qui montrent la proportion des jeunes qui ont accès à ces programmes? C'est à Tanga de Mokolo. Comment comprendre qu'on a une panoplie de programmes, mais plusieurs se lancent dans les concours et cherchent à voyager alors qu'il y a des financements qui les attendent pour développer leur business plan. Le 237 est un continent à part. C'est toujours le même intervenant. Alors, lorsqu'on parlait de ces programmes et projets, on a entendu parler de communication. Si on va compter au ministère de la Jeunesse, on peut compter au moins près d'une dizaine de programmes et de projets. Est-ce que vous avez des statistiques de ce côté? Est-ce qu'il y a des efforts de communication? Est-ce qu'il y a les success stories qui montrent que voilà quelqu'un qui est venu chez vous et qui a bénéficié d'un financement, il est tranquille, il ne peut plus partir parce que ça marche? Monsieur Jean-Lazé, je vais vous surprendre en vous disant que si vous suivez la scène médiatique au Cameroun, le ministère de la Jeunesse doit être l'un des ministères qui communique le plus. Il ne se passe pas un jour, une semaine, sur les chaînes radio et télé qu'on ne parle des activités que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique mène en direction de la jeunesse. Là, on voit toujours le ministre en train de présider ci, présider ça, mais le jeune veut voir quelque chose de concret. Bon. Si le ministre préside, c'est qu'il y a une activité. Oui. Et l'activité du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est essentiellement axée sur l'entrepreneuriat jeune, l'insertion socio-économique des jeunes, sur le réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes. Parce que les raisons pour lesquelles les jeunes ne se lancent pas à l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont un problème de mindset. Monsieur Jean-José, vous êtes sans ignorer que on va généralement vers l'emploi salarié parce qu'on se dit que c'est plus facile, c'est reposant, c'est calme, c'est une assurance d'avoir un salaire. C'est la sécurité. Voilà, c'est la sécurité. On ne veut pas aller vers l'entrepreneuriat parce que c'est difficile. Il faut être tout le temps à la recherche des opportunités, des clients. Il faut être à la recherche d'autres financements. On est tout le temps aux aguets. Mais il faut leur montrer que c'est facile. C'est pour ça qu'on vous demande des success stories. Montrer aux gens qui est venu et qui a réussi. Parce que les réussites au Cameroun, juste une parenthèse, les réussites au Cameroun, c'est tous les gens qui disent que j'ai vendu la banane, j'ai fait ci, et puis j'étais d'abord marié, je suis devenu célibataire, maintenant je suis milliardaire. Les réussites au Cameroun qui partent de vos projets, de vos programmes, on ne les voit pas. Vous comprenez? Monsieur Zananzé, nous sortons récemment du 16 au 21 décembre au Youth Connect Convention, axé sur le diplôme jeune, où nous avons justement présenté les success stories du ministère de la Jeunesse, qui sont devenus des icônes, des ambassadeurs de l'entrepreneuriat aux jeunes. Oui, c'était au musée national. Voilà, parce qu'ils sont partis. Ce sont des jeunes que nous avons financés depuis 2016, qui sont aujourd'hui des véritables modèles dans l'entrepreneuriat, qui ont bâti leur fortune. Monsieur Zarzanzi, est-ce que vous savez Vous savez que est-ce que vous savez que jeunesse
faites-nous venir ces modèles ici à la télé. Je prends un exemple, M. Zanzanzé. Est-ce que vous savez que Obama, qui a organisé Tommy Obama, oui. Est-ce que vous savez que c'est un produit du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a été financé en 2017 justement par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Aujourd'hui, c'est un industriel. C'est un modèle. Ils sont nombreux comme ça que nous pouvons citer. Citez-les-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour que ça ferait plaisir. Non, ça ferait plaisir. Si c'est ça dans ce ferait sens, plaisir que vous en s'il y citiez. a un ou deux, trois Oui, exemples. une vingtaine, ce serait formidable. Dongovani qui fait dans l'industrie aujourd'hui, qui produit les machines qui permettent aux artisans d'automatiser leurs services. Est-ce que vous savez que c'est un produit du ministère de la Jeunesse? Ça fait 2. Oui, ça fait 2. Bon, 2 bons projets. Non, moi je vous dis, on a des problèmes. Madame je vais rester avec le nous avons énormément de jeunes qui sont des produits du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui ont bénéficié des financements et qui aujourd'hui font l'honneur au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui sont quand vous parlez véritables... d'industrie, le voisin est en train de vous regarder. Celui-ci parle d'industrie sans l'énergie électrique. Les industries là fonctionnent comment? Allons-y. Écoutez, Jean-Jacques, non, c'est pas pour vous répondre. Hein. Lorsque vous le dites comme ça, on aura l'impression qu'il n'y a pas d'énergie du tout au Cameroun. Non, c'est pas moi, c'est l'expert. Il y en a peut-être. C'est l'expert. Il y a l'énergie. Je suis ici actuellement. Il y a l'énergie ici, sauf si vous êtes dans l'obscurité. Parce que je suis dans l'énergie. Il y a véritablement de l'énergie ici, sauf si vous ne voyez pas. D'accord. Demain midi, vous êtes sûr dans la voie. Sur la communication. Je n'ai pas dit que c'était pas Même ce soir, n'est pas sur la voie. Je vous dis qu'il y a rien programmé. Une industrie qui prospère, ne voyons pas. Il y a l'énergie. Demain midi, vous êtes sûr dans la voie. Vous pouvez voir le verre à moitié plein comme vous pouvez le voir à moitié vide. Ça, c'est nos expressions. Ça, c'est nos la expressions. communication. Les jeunes qui écrivent, là, les messages sont nombreux, puisque d'accord, il y a beaucoup de projets au ministère. L'accès à l'information semble être ce qui est difficile. Pour avoir accès au ministère à l'information, on demande aux jeunes de s'inscrire sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est une plateforme d'intermédiation entre les jeunes et le gouvernement et les partenaires au développement. Parce que sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, vous avez toutes les informations qui concernent les opportunités que les partenaires au développement peuvent offrir, tout comme le gouvernement peut offrir. Toutes les demandes, les appels à candidature pour les projets sont postés sur cette plateforme-là et les jeunes ont accès à ça en temps réel. D'accord. Bonsoir à tous. Sur le plateau, l'expert sur le plateau n'a aucune maîtrise des réalités du Cameroun. On a des promotions des ingénieurs formés dans les écoles des mines au Cameroun. Après leur formation, qu'est-ce que la réalité a mis la localité a mis à sa disposition pour exploiter ce potentiel? Cet expert est un théoricien de la décentralisation, juste lors de Douala. Bonsoir sur le plateau, vraiment, Jean-Jacques Zé, l'écologiste, sur le plateau est hors sujet. Il n'a pas compris les propos de Cabral Libby, Cabral Libby a utilisé les mots adaptés et aisément compris par les Camerounais d'en bas. Le panel, le représentant du R sur le plateau, R veut dire RDPC, sur le plateau, peut-il nous dire dans quel secteur des emplois créés, annoncés en fin d'année par le champion, sont manifestes? L'État ne peut pas employer tout le monde. Il doit donc favoriser le secteur privé, encourager le talent dans tous les secteurs. Le Minijec ne communique pas assez et fait l'objet de parrainage dans leurs programmes et autres corruptions. Au-delà du discours, il faut être réaliste. Il n'y a pas de réussite dans leurs programmes, aucune statistique réaliste. Aristide, depuis Soa, là il parle de vous, qui n'a aucune statistique. Alors, je voulais préciser en termes les statistiques. Oui. Cette année, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a financé près de 2000 projets. Près de 2000 projets. C'est-à-dire 2000 emplois directs. C'est souvent combien? Et 1 million, 1,5 million? Quoi ça? Les financements. Non, les financements du ministère de la Jeunesse vont d'1,5 million francs à 25 millions de francs CFA. 2000 projets. Oui, les jeunes ont bénéficié de ces... Je dis, le financement, la tranche de financement, c'est maximum 25 millions de francs CFA que nous pouvons octroyer pour un projet. Et un projet est porté par un individu ou plusieurs individus.
Donc nous avons en cette année créé plus de 2000. En tout cas, accompagner plus de 2000 projets. Voilà, tout Voilà. à fait. Oui, madame. Alors, ce que je voulais dire, et je reviens là-dessus, c'est le fait que justement, les responsables, que ce soit de la jeunesse et autres, sont déconnectés des réalités. Alors qu'ils sont avec les jeunes tous les jours. Ils sont déconnectés des réalités. Parce que quand on dit que les jeunes, le taux emploi, les jeunes ne s'auto-emploient pas, je vous assure, bon, je prends un simple exemple. Prenez TikTok, parcourez juste TikTok. Vous allez voir à quel point les jeunes se débrouillent. Ils vont au Nigeria, achètent sacs, chaussures, ils viennent, ils revendent. Vous savez, c'est quoi ça? oui, s'il vous plaît, laissez-moi. C'est pas le commerce? Laissez-moi C'est la débrouillardise. expliquer. Allez-y. Laissez-moi C'est pas le commerce, expliquer. C'est la débrouillardise. Dire que les Camerounais ne s'auto-emploient pas parti et politique qui veut que diriger dire ça. que les Camerounais ne s'auto-emploient pas. Non, vous avez dirigé Non, comment? allez-y. Je suis vraiment surprise par votre gesticulation. Quand vous êtes incapable de justifier, Non, je justifie. Vous n'allez pas faire le commerce comme Monsieur vous Tchèque, vous avez même du mal à écouter. Permettez qu'elle Vous développe. voulez donc comprendre Permettez comment. qu'elle développe. Vous avez même déjà du mal à écouter. Vous voulez comprendre comment. Permettez qu'elle développe. Allez-y, madame. Les Camerounais se débrouillent parce que si les Camerounais attendaient le gouvernement, c'est qu'on est tous morts. Le Vous gouvernement comprenez? ne peut pas recruter tout le monde. Les jeunes se battent malheureusement dans l'informel. Pourquoi? Parce que si l'État avait accordé justement de vraies facilités, aujourd'hui, au lieu d'avoir... C'est quoi les vraies facilités? Les vraies facilités, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'au lieu d'aller acheter, aujourd'hui, on importe pratiquement tout de la Chine. Même le cul là. On importe pratiquement tout de la Chine. Même ceux qui, au lieu d'aller en Chine parce qu'ils n'ont pas les moyens, vont, même nos drapeaux. Oui. Quand il y a match là, le petit drapeau là, ça vient de Chine. Vous comprenez? Au lieu d'avoir des jeunes qui partent ici au Nigeria, acheter des marchandises, qui viennent encore de Chine, mais qui sont plus accessibles parce que c'est dans le pays voisin. Vous comprenez? Aujourd'hui, au lieu de vendre par exemple un sac, des sacs et des chaussures qui viennent de Chine, on aurait pu former des jeunes par exemple en maroquinerie. Pour que ce soit une vraie création de richesse. Parce que sinon, qu'on le veuille ou non, on est en train d'enrichir un autre pays. Donc aujourd'hui, les Camerounais ont soif d'essayer et ils essayent au quotidien, ça je vous le dis. Comprenez, ils essayent au quotidien, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Et chaque activité, c'est une taxe. Quand vous discutez avec des jeunes, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a sa petite boutique, mais chaque jour, il y a des agents, soit de l'impôt, soit de la mairie, qui viennent encore. Mais ils sont dépassés. Merci. Voilà. Oui. Donc, je pense que je vois beaucoup de réactions des militants du PCN. Ils doivent comprendre. Des Camerounais, vous ne pouvez pas déterminer que ce sont des militants du PCN parce qu'ils ne vont pas dans votre sens. Je peux comprendre que vous n'avez pas beaucoup de militants et ce qui fait que vous... Ils doivent comprendre que, moi j'ai dit, nous sommes un parti de proposition. Et ce que le président, leur président, Cabral Libi a dit, que les Camerounais partent parce qu'ils ont faim, je trouve que nous sommes... le constat, vu le pouvoir d'achat des Camerounais, on sait où se situe le Cameroun au niveau des moyens financiers en Afrique et dans le monde. Donc le constat de dire que économiquement, il y a des réformes à apporter, ça c'est vu par tout le monde. Nous sommes dans les propositions. Et venir dire que les gens vont simplement parce qu'ils ont faim, ça n'aide pas la jeunesse. Alors, quelles sont les vos gens propositions? Il veut qu'on fasse le fiche, il faut qu'on fasse le fiche. Comment au Camerounais? Quand les gens disent qu'il a utilisé les militants du PCN, la voix des populations. Tout à fait, mais quand je vois les militants du PCN dire que le langage qu'il a utilisé est approprié parce que c'est ce qu'il faut et que moi je Oui, suis... mais on n'est plus à ce niveau-là. mais Mais on avance. Vous sommes en train d'avancer. Alors ce que nous on dit, c'est... Il a du mal à accepter que ces propositions n'approchent pas. Non, nous On peut on le dit simplement comprendre. que il y a des problèmes économiques, il y a des réformes à apporter, et c'est ce que nous proposons au niveau de l'éducation. L'État n'intègre plus suffisamment. Toutes les grandes écoles, quand les gens finissent d'étudier, ils font quoi? Je pense qu'ils attendent, ce qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui est en dernière année d'ingénieur devrait savoir où il va aller, comme on l'a vu. Dans le système sanitaire, on voit que l'école des infirmières, ça n'intègre plus.
Les filles qui se forment pour devenir des infirmières, elles ont intégré ou elles sont tous au privé. Et au privé, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont pas un bon salaire, donc elles vendent des médicaments. 30, 40 000. Voilà, donc elles vendent des médicaments. Une formation qui vous a pris pratiquement 500 000 Exactement. chaque année. Donc, mais j'ai dit simplement qu'il y a des réformes à apporter à tous les domaines. Et la première réforme est la réforme de l'énergie. Tous les ministres de l'énergie ont échoué. Ce n'est pas moi qui le dis. Prenez depuis 20 ans au Cameroun. Alors que le Cameroun est un pays qui a un gisement considérable en termes d'énergie renouvelable. On n'a pas de la décentralisation. Moi, je veux comprendre votre échelle de priorité. Oui. Vous reconnaissez que les jeunes ne sont pas intégrés, ils ne sont pas ci ou ça, et vous leur dites, on commence par la réforme de l'énergie. Il ne faut pas vous comprendre cette affaire. Non, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Ne mettons pas la souris avant les bœufs. S'il n'y a pas l'énergie, aucun pays au monde ne peut se développer sans une stabilité énergétique. On est d'accord là-dessus. Alors donc, il faut commencer par rapport à l'échelle des priorités. Non, l'échelle des priorités, c'est d'abord l'énergie. Oui. Moi, je le dis depuis 20 ans. On ne peut pas penser une réforme économique. On ne peut pas penser un système sanitaire stable si on n'a pas d'énergie. Vous faites ça comment? Les infirmiers viennent faire les soins. L'hôpital a délestage. Les femmes viennent accoucher dans la maternité. L'hôpital a délestage. Le bébé sort, il meurt. On ne peut pas faire les premiers soins parce qu'il y a délestage. Les accidentés de la route. Ils arrivent à l'hôpital, il n'y a pas de lumière. Vous voulez soigner comment? Donc c'est hyper compliqué. La radio, le scanner. Tu arrives à l'hôpital, on te fait un scanner, on te dit qu'il n'y a pas l'énergie. Le scanner est là, mais on ne peut pas le brancher. Vous voulez sauver les gens comment? Donc la réforme de l'énergie est le capital. Et tous les ministres de l'énergie ont échoué. Donc la question, c'est pourquoi ne pas prioriser ce qu'on appelle le mix énergétique au Cameroun. Parce que je ne comprends pas comment un pays aussi riche comme le Cameroun peut simplement avoir comme seule source d'énergie l'hydroélectricité. Allez-y comprendre. On a l'éolien, il y a le vent au nord du Cameroun, il y a le solaire. Pourquoi on ne développe pas l'éolien et le solaire au nord pour rendre le nord avec l'accès à l'énergie? On rentre à l'est du Cameroun, nous avons le bois. Pourquoi ne pas développer les centrales biomasse? Et croyez-moi, il y a 20 ans en arrière, si vous prenez les recherches énergétiques qui ont été faites au Cameroun, la biomasse a été expérimentée. Mais pourquoi n'a-t-il pas prospéré? Pour une raison très simple. Alors vous êtes dans le concret. Vous proposez à l'État de passer par une réforme de l'énergie. Absolument. Pour régler la plupart Parce des que problèmes. les ministères sont interconnectés. Dites-vous, si l'énergie est stable, l'éducation sera stable, les universités seront stables, la santé sera stable. Il y a les emplois connexes. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce que l'honorable a raison, ce que l'honorable dit, il a raison sur les thèmes employés. Le représentant du RDPC ne vit pas dans ce pays. Vous ne vivez pas dans ce pays. Pas dans ce pays. Ainsi que ce monsieur de l'écologie. Il manque des arguments. Donc, vous connaissez la suite de leurs propos. C'est IA depuis Ngaoundéré. On vous salue là-bas à Ngaoundéré. Est-ce qu'on va lier 2 ou 3 messages? Le Cameroun est une bombe à retardement. L'État presse le peuple pour vivre et le peuple à la recherche du bonheur futur trouve la lumière de l'autre côté. Aujourd'hui, le peuple jeune ne se sent plus libre et en sécurité chez eux et l'espoir est ailleurs. Un pays où la CNI, après 5 ans, ne sort pas, mais le passeport sort en 48 heures. On nous demande donc de partir. Si le passeport sort plus vite que la CNI, vous travaillez... la CNPS fait quoi? Refuse de payer la culture familiale. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet là-bas. On parle de quoi? Le barème salarial est faible au Cameroun. C'est pour cela que les gens partent. Il y a combien de jeunes qui travaillent et ceux qui sont au chômage, d'où les statistiques que l'enseignant ne cesse de présenter. Salut Jean-Jacques, que pouvons-nous encore attendre de ces gens du RDPC? C'est quoi dans ce pays où on demande aux parents, on demande des parents aux candidats à l'oral de tous les examens? C'est quoi ça, Francis, du côté de Yaoundé, qui laisse parler son cœur dans son message? On le voit bien. L'affaire de parrainage, M. Epoko, il paraît que pour qu'un projet passe, on demande des parrainages. On revient sur la question, on l'a déjà abordée sur ce plateau. Est-ce qu'il faut être parrainé pour que le projet soit validé? Non, tout est numérisé chez nous. Et vous savez que l'objectif de la numérisation, c'est d'éviter que l'usager soit proche des agents de l'État. Le processus pour bénéficier des financements au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est assez clair. Le jeune s'enregistre au niveau de l'Observatoire national de la jeunesse. Il obtient sa carte jeune biométrique. Il monte un projet, il le dépose sur la plateforme de suivi des financements. Un comité de présélection
est organisé au niveau des régions. Les projets qui ne sont pas matures sont renvoyés au niveau de la localité du jeune pour la maturation. Et les projets qui sont maturés remontent au niveau national où un comité de crédit siège pour pouvoir trouver, pour définir les montants des financements. Et lorsque c'est fait, les financements sont donnés à ces jeunes à travers les établissements de microfinance, les établissements financiers qui sont partenaires du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la mise en œuvre de ces projets d'insertion socio-économique à travers l'entrepreneuriat. Les jeunes n'ont pas besoin de parrains pour pouvoir bénéficier de des financements. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est des projets bien ficelés, des projets matures qui peuvent leur permettre d'avoir de l'emploi et d'en créer. On vous demande, quand vous financez 2000 projets, c'est en un an? C'est ce que j'ai dit, c'est 2000 projets pour cette en un année. an. Et que vous donnez 1,5 million à quelqu'un, c'est pour aller faire quoi? J'ai parlé... Acheter deux tondeuses et devenir coiffeur. Pourquoi vous ne limitez pas à 10 projets en un an et vous donnez 100 millions pour que les projets puissent être visibles? Est-ce que c'est utile d'avoir 2000 projets avec les projets d'1,5 million, 1,5 million? Ce sont des choix. Généralement, c'est l'argent pour aller au bar. Ce sont des choix stratégiques. Oui. Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que c'est de l'argent pour aller au bar. Les gens vont doter les femmes. C'est de l'auto. Non, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Avec 1,5 million? Ce n'est pas possible qu'ils aient cet argent pour faire autre chose. Mais est-ce que c'est ambitieux de donner 1,5 million à quelqu'un pour un projet? C'est pour faire quoi? Acheter deux pouces. Vous savez, mais il y a des parents qui ont éduqué des enfants en menant ces activités-là. On va retourner à ça. Ce n'est pas comme si nous ne faisons que cela. Je vous ai dit que nous avons des financements qui vont jusqu'à 25 millions de francs CFA. Oui. Et il y en a qui en bénéficient. Ce qui est plus important, c'est de montrer aux jeunes qu'on peut commencer petit. Et c'est d'ailleurs ça l'objectif de l'entrepreneuriat. Rêver grand, mais commencer petit. Oui. Il est donc question pour nous de les accompagner dans ce processus entrepreneurial pour qu'il n'y ait pas d'échec. Et si on donne, comme vous souhaitez qu'on le fasse, qu'on le donne le maximum à un individu, le taux d'échec dans l'entrepreneuriat est assez élevé parce que les jeunes n'ont pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir y aller. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que nous misons sur le maximum. Donc sur 2000, vous savez que le taux d'échec sera élevé, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas un accompagnement? Non, il y a suffisamment. Faible. Pour parler d'accompagnement, oui, autour du jeune, il y a le centre de gestion agréé que nous mettons autour du jeune. Il y a les mentors volontaires que nous mettons autour du jeune. Il y a les établissements financiers que nous mettons autour du jeune. Il y a les responsables de nos centres multifonctionnels de promotion. Connaissez-vous un volontaire qui fait quelque chose? Est-ce que vous avez vu le nombre d'acteurs que nous mettons pour accompagner le jeune? Ils sont un minimum de 6 acteurs. Vous connaissez un volontaire qui fait bien quelque chose? Alors si on a 2000 cette année et que l'année dernière on a eu 2000, les années avant 2000, il y a eu un plan China spécial jeune. Si on a en moyenne 2000 par an depuis 10 ans, les jeunes ne devraient plus se plaindre aujourd'hui. Ils ne devraient plus se plaindre, non? En réalité, je ne dirais pas qu'on ne peut pas se plaindre. Vous savez, que qu'en soit ce qu'on fait pour les autres, ils ne peuvent pas toujours être satisfaits. Il y a des gens que même si vous les donnez votre tête, ils ne seront pas satisfaits. Ça, il faut le savoir. Il y a de la philosophie. Oui, mais maintenant, il faut comprendre que quand on est dans un engrenage de développement, et surtout dans la question de l'entrepreneuriat jeune, il y a des jeunes qui ont du talent. C'est-à-dire qu'à bas âge, on voit qu'ils ont un certain flair pour certains projets. Et je pense que ça, on devrait les accompagner dans le flair de leur intelligence. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas le flair et qui n'ont même jamais goûté à la vie de façon brusque et qu'il faut pouvoir les réarmer pour pouvoir les mettre dans l'auto-emploi, dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il y a des sessions, généralement des séminaires, de formation. Réellement moral, formation à la gestion. Pour pouvoir, parce que le coordinateur, certainement, ne peut pas donner tous ces détails, parce que c'est un gros travail. S'il faut, par exemple, prendre un jeune qui sort à peine de l'université et qui a, par exemple, fait une option médicinale et qui va se retrouver aujourd'hui dans l'agriculture ou non dans l'élevage, vous voyez, c'est un travail qu'il faut ficeler. Et pour cela, il faut donc mettre des acteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre ces jeunes dans des conditions
de pouvoir faire un commerce. Et c'est pour ça que je disais, quand la dame a dit ici tout à l'heure que c'est étonnant de voir les Camerounais se débrouiller. C'est grave ce qu'elle dit. C'est pour cela que je dis que vous n'écoutez pas. Mais parce que ce n'est pas ce que je dis. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est étonnant. Je dis que vous n'avez pas connaissance des réalités. Que les Camerounais se débrouillent et qu'ils effectivement s'auto-emploient. Parce que vous avez donné l'impression que les Camerounais croisent les bras et que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Vous écoutez pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. C'est ça le problème. D'accord. Vous allez lui dire qui a la parole. Et je dis, c'est pour ça que c'est grave. Et je me demande comment ils vont diriger sans commerce. Bon, les lois du commerce sont claires. Il faut acheter, on revendre et avoir un bénéfice. C'est la loi du commerce, ça il faut le savoir. Alors quand vous décidez de faire un commerce, vous pouvez commencer avec 10 000 francs. C'est-à-dire, vous allez vers un fournisseur, vous dites, je veux le chargeur de téléphone. Oui, il y en a qui ont commencé à les bananes, les arachides. Et des quincailleries, j'ai connu des personnes qui le vendaient en main et qui aujourd'hui ont des grandes quincailleries qui livrent le ciment. Et ça, c'est la loi du commerce. Et très souvent, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire employer, même par l'administration dans laquelle souvent ils sont recrutés. Parce qu'ils ont du talent, ils se disent, mais si je reste ici, je pourrais un salaire de 100 000 francs, alors qu'avec mon pouce ou avec mon truc, je peux avoir 500 000. Il y a des gars qui ont le mindset qui développe. Et ça, on devrait encourager. Et on ne peut pas diriger un pays sans commerce. On va le commerce. Je reviens. C'est important que je revienne. Mais permettez que je ne vais pas laisser passer. Je voudrais qu'on aille une proposition. On va sortir de l'émission. Les constats sont là. Les constats sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes ne partent plus avec pour prétexte qu'ils ont faim? Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? J'ai commencé à répondre à ça. Continuez donc votre réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord commencer par réhabiliter les entreprises qui ont été fermées du fait, n'est-ce pas, des équipements publics. Non, c'est pas compliqué. Mais tant que vous ne donnez pas la nourriture à vos enfants, mais ils vont vous faire statut. Vous avez on retient cela. Il faut réhabiliter les entreprises. Et en créer de nouveau. Au moins une entreprise au nord, une à l'ouest, au sud, au littoral, au nord-ouest, partout. Voilà comment on va faire, n'est-ce pas, pour limiter, pour freiner le départ des Camerounais vers l'étranger. Et là, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'État, non? C'est nous tous. Les privés peuvent en créer, les conseils, les CTD peuvent en créer. Voilà. Est-ce que vous savez que le Cameroun fait malheureusement partie des 10 pays africains les plus endettés? Je savais que vous vouliez le dire. Avec 1,13 milliard de dollars. Est-ce que le PCRN, au-delà du constat, a des propositions? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque les partis politiques sont également des forces de proposition. Absolument, le PCRN a des propositions. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas demander aux jeunes de s'auto-employer quand on ne leur donne pas les moyens de s'auto-employer. Je vous prends un exemple. Permettez-moi. Vraiment, permettez que j'aille au bout. Vous dites comme ça. Je vous dis, laissez-moi. Vous ne pouvez pas suivi ce que j'ai dit. Monsieur, il y a des ressources. Donc ne donnez pas l'impression qu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas financer. Vous estimez que ce n'est pas suffisant? Vous ne pouvez pas financer 5 millions de Camerounais. On est d'accord que s'il faut financer 2000, à supposer même que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de parrain, et que ce ne soit pas les enfants de qui connaît quelqu'un qui bénéficie de ça. Parce que nous, au Cameroun, on se connaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? À supposer, permettez que j'ai au bout de mon idée. Vous ne pouvez même pas financer 5 millions de personnes. Quand quelqu'un décide de se lancer à ses propres frais et qu'il va, par exemple, dans son village, cultiver la terre et que pour récolter, il fait face au manque de route et que sa production finit par pourrir en brousse, il y a un problème. On manque du basique. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. Je vous assure que les Camerounais sont tellement débrouillards. On n'a même pas le basique, ça devient difficile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, au niveau des politiques publiques. Oui. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Fais des ponts. Alors, au niveau des politiques publiques, il n'y a pas de politique publique qui permette aux jeunes, n'est-ce pas, que quand ils se lancent à leur propre compte, qu'ils aient des facilités. Quand je dis...
Ouais, Vous allez réagir, notez-le. Je vous en prie, du haut de votre costume, assis dans votre bureau, climatisé, les Camerounais souffrent. Et moi, je parle au nom des Camerounais, s'il vous plaît. Très bien. Donc, tout cela, vous allez réagir. ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, c'est que quand un Camerounais s'installe à son propre compte, tout le monde ne connaît pas le ministère de la Jeunesse, tout le monde n'a même pas envie d'y aller. Mais ce n'est pas une excuse. Hein. Il faut que les gens sachent qu'il y a un ministère de la Jeunesse. Je dis. Qui fasse l'effort. Je dis ceci. Sinon, c'est également renier vous la n'allez pas. C'est également renier je la dis, hein, oui. tout. Le ministère de la, non, la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse ne peut pas financer 5 millions de Camerounais. Oui, d'accord. On est d'accord. D'accord. Donc, quand un jeune décide, par exemple, d'ouvrir son salon de coiffure ou bien d'ouvrir sa boutique de chaussures et que les agents viennent, il n'y a pas de... Quand il va se plaindre. Vous avez au PCN des mairies, vous avez la décentralisation. Je suis d'accord. Alors, c'est la mairie qui est responsable de... serait très heureux que alors une personne à la fois, vous avez sinon les jeunes ne vont rien retenir. On est arrivé à l'étape serait très intéressant. Merci, n'est-ce pas? On est arrivé à l'étape. Vous commencez d'abord par nous dire le nombre de lions que vous avez mis au Cameroun. D'accord? Non, mais dites-nous le nombre de lions. Puisque c'est votre domaine. Vous avez les mairies. Non, mairie, vous avez des mairies. Vous avez la décentralisation. Vous avez ce n'est pas à la mairie. Ce n'est pas la mairie. Maintenant, je voudrais qu'on parle aux Ce jeunes. n'est pas la mairie qui taxe les Ce n'est jeunes. pas un échange, c'est pas la chamaille, d'accord. Voilà. Maintenant, on est arrivé à l'étape où les jeunes solutions. doivent retenir quelque chose. Oui, je dis. Madame Fatouma est en train de dire que... Je dis que les jeunes sont victimes d'impôts excessifs. Il faut des politiques publiques. Vous savez, non, allez-y. Je comprends que... Expliquez ce que vous voulez dire pour que ce soit bénéfique pour Oui, ceux qui viennent. je dis qu'il y a des impôts excessifs. Il faut des politiques qui facilitent, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat jeune pour que quand les jeunes se lancent, qu'ils ne se sentent pas étouffés, qu'ils ne se sentent pas suffoqués. Un jeune ne peut pas ouvrir sa boutique et avoir les contrôles chaque jour et des impôts. Mais il faut vivre les réalités que les jeunes vivent au quotidien. Vous pouvez toujours parler à ton Je donne ma solution et je termine. Vous avez à commencer. Je n'ai même pas. Et elle est capitale. Vous savez qu'il y a des Ma gens solution vous savez qu'il y a des gens qui vous ont regardé. Ils savent que c'est à vous que j'ai d'apprendre la parole pour les solutions. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas. Jean-Chargé. Alors par là. Oui, allez-y. Est-ce que vous savez que 72 milliards ont été débloqués, ont été mobilisés depuis 12 ans au niveau, n'est-ce pas, de la direction de la protection civile au MINAT et que chaque mois, depuis 10 ans, chaque mois, on assiste à des incendies. C'est quoi la proposition que vous avez? La proposition, c'est que cette agence soit utilisée, n'est-ce pas, à bon escient, pour qu'il n'y ait plus des incendies dans nos marchés, notamment à Bafoussam, à Yaoundé. Est-ce que le jeune l'a retenu? Si toi, tu as préparé ça depuis la maison, c'est bon. Maintenant, c'est bon, merci. Maintenant, il faut résoudre le problème de la corruption. Monsieur Chouzem. La corruption est un problème fondamental qu'il faut résoudre. Merci. Vous voyez, les lignes 94, les lignes 57, les lignes 65, qui auraient dû être... Si vous ne lisez pas... Laissez-moi parler. Lisez alors. Les lignes 57, oui. les lignes 65 et autres, qui auraient dû être, n'est-ce pas, mobilisées pour structurer, pour faire vivre les sociétés en faillite, ont plutôt été destinées à des poches de corruption, où les gens, n'est-ce pas, pillent des fonds publics pour s'enrichir. Et puis, il faut également moraliser la vie sociale. Vous voyez, lorsqu'on laisse, par exemple, un ministre fait 20 ans sur un même poste, ça c'est pourri la moralisé. Oui, d'accord. il faut résoudre ça. C'est bon, c'est bon. Oui, pour le moment, ça va. Merci. C'est toujours bien de parler jusqu'au bout. Sinon, ça devient compliqué. Alors, Madame Fatouma dit que vous ne pouvez pas financer 5 millions, mais ce qu'il faut préciser, qu'il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse qui accompagne. Le ministère de l'Agriculture a beaucoup de projets, le ministère de l'Élevage. Il faut que ces gens viennent sur le plateau. Et je voudrais dire merci au ministère de la Jeunesse. C'est la deuxième fois que les représentants viennent sur ce plateau parce qu'on parle de manque d'information, de communication. Vous avez vu, Madame Fatouma est convaincue que vous êtes déconnecté, peut-être parce qu'on ne vous voit pas suffisamment. Venez communiquer, présenter ces projets, c'est ce qu'on demande à l'agriculture, à l'élevage, même au sport qui a des projets pour les jeunes, le Fonds national d'emploi, toutes ces structures-là, qu'on comprenne avec tant de projets, pourquoi on semble ne pas voir de façon palpable les résultats. Et vous aviez à réagir par rapport au propos de Fatouma tout à l'heure. Et je voudrais préciser que le gouvernement du Cameroun permet à un jeune qui crée son entreprise d'être exempt des taxes pendant 1 an. Oui, il y a un délai. C'est une facilité.
Je voudrais aussi dire que il est bon dans nos familles qu'on encourage de plus en plus nos enfants à aller vers l'entrepreneuriat. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui développe une nation. Parce qu'on commence dans l'entrepreneuriat, on devient un chef d'industrie. Et c'est lorsque notre pays sera suffisamment industrialisé qu'on aura ce que les autres ont aujourd'hui. Il est donc question qu'on puisse se dire dans nos familles, que lorsqu'un enfant va aller dans l'entrepreneuriat, de l'encourager à y aller, pas de le décourager. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que le début dans l'entrepreneuriat est difficile. Et il faut le savoir. Il faut encourager les jeunes pour qu'ils y aillent. Est-ce qu'il y a le suivi? Quand vous financez, vous suivez jusqu'à quel niveau? Monsieur Jacques, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un minimum de 5 acteurs qu'on met autour du jeune pour pouvoir l'accompagner pour la réussite de son projet. Au minimum 5. J'ai parlé des mentors. C'est-à-dire que des gens qui sont dans l'entrepreneuriat depuis un certain temps, qui ont une expérience, qui accompagnent les jeunes. J'ai parlé des institutions financières qui accompagnent. J'ai parlé des fournisseurs qui accompagnent les jeunes. J'ai parlé de nos responsables locaux, les chefs CMPJ des arrondissements, les délégués d'arrondissement qui accompagnent ces jeunes-là. Donc il y a un écosystème d'accompagnement qui est mis en œuvre pour que le jeune puisse réussir son activité. Et en termes de perspective, justement, comme je disais, il faut véritablement changer le paradigme pour que de plus en plus les jeunes aillent vers l'entrepreneuriat. Alors, il y a un message qui dit qu'il faut également lutter contre les facilités. Les jeunes veulent tout et maintenant, veulent rapidement s'enrichir. Et puis quelqu'un qui dit qu'on nous a envoyés vers les terres. Mais c'est compliqué de ce côté-là parce que le foncier est difficile d'avoir accès à la terre. Là, c'est les questions pertinentes. Le jeune aujourd'hui, à qui le président de la République a dit que la terre ne manque pas, lorsqu'il va vers la terre, il ne trouve pas la terre. Voilà. Parce que certains ont confisqué les terres. Vous avez les ministres qui ont acheté tous les villages avec les terres dessus. Ils ne peuvent plus avoir accès à la terre. Donc, c'est une préoccupation très importante. Bonsoir. Le 241, c'est quoi? C'est le Gabon? Je voudrais, si vous permettez, faire... Lorsqu'on dit que l'accès à la terre, il faut préciser qu'il y a 2 façons d'obtenir. Mais ne venez pas compliquer. Il y a déjà un problème difficile d'accès au foncier. Il ne faut pas justifier. Mais évidemment, mais il faut être patient. Il faut être patient parce que justement, c'est ce que pour avoir un titre foncier, il faut être patient parce que lorsqu'on va à la concession, c'est plus long. Or, les jeunes très souvent veulent avoir la terre immédiatement dès l'instant où parce que la loi de, je crois... c'est la garantie, non? Si tu veux le financement à la banque, on va te demander le titre foncier. Et là, pour avoir la terre, c'est un problème. Bon. On ne demande pas que le titre foncier à la banque. Et justement, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, au jour d'aujourd'hui, à travers le fonds de garantie des jeunes, garantit les projets des jeunes auprès des établissements financiers. D'accord. Le 241, c'est quoi? C'est le Gabon. Bonsoir. Comment vous vous étonnez du départ des Camerounais? Il n'y a pas d'emploi et ceux qui se débrouillent à entreprendre sont taxés à gauche, taxés à droite. Comment peut-on demander à un débrouillard qui a 50 000 francs de capital de payer 30 000 francs d'impôts? Vous dilapidez l'argent et vous vous acharnez sur les pauvres. Je profite pour dire bonne année à mes amis avant qu'on ne taxe le bonjour. Il est au Gabon. Il ironise, mais on sait que c'est un problème pertinent également. Ça a déjà été dit ici sur ce plateau. On va lire Boukari depuis Marois. Monsieur Jean-Jacques Zé demandait aux représentants du MINJEC la suite du concours Cameroun National Volunteering Award 2024, main d'or du volontariat. J'avais postulé car je fais dans la production du raisin à Marois. Jusque-là, je n'ai reçu aucune réponse, ne serait-ce que l'accusé de réception de mon dossier. L'hypothèse du parrainage n'est pas à exclure. Ça vient du côté de Marois. Rapprochez-vous des démembrements du ministère de la Jeunesse pour avoir cette réponse. Jean-Jacques Zé, dites au monsieur du ministère que la communication est différente de l'enfumage dont le ministre est passé maître dans la... doucement, hein, doucement. Lui-même, là, c'est qu'il n'y a rien à montrer, aucune insertion. David de Garoua. Il pêche les airs. C'est compliqué, hein. Peut-être qu'il faut vous rapprocher des régions aussi, organiser des événements. Nous le faisons au niveau local. Je vous dis qu'il y a des réalités. Entre ce qu'on dit et les réalités, c'est différent. Je vous assure que... Rapprochez-vous des régions.
Est-ce qu'il y a des Ici- rencontres qui sont ici, faites par dans les exemple, gens? on dit Permettez que- qu'ils répondent, s'il vous plaît. Oui. Et ce que je voudrais dire, c'est que, parce que ça donne l'impression que le ministre ne fait des rencontres avec la jeunesse qu'au niveau des grandes métropoles. Il y a de cela quelques jours, le ministre était à Nyakokumbo, si vous connaissez très bien. Bien dans- sûr, c'est la route voilà. qui va à Nguélémendouka, je passe Et par là. évidemment, Nous ne sommes pas ici parce qu'il y a une conférence de presse. voilà, c'était Non, non, justement, permettez qu'il c'était réponde. justement de pour presse. rencontrer la Non, jeunesse. il répond aux C'était pour téléspectateurs. rencontrer C'est pour cela qu'on est la là. jeunesse. Oui, C'était pour rencontrer la jeunesse qui se trouve au plus profond du pays. D'accord. Le ministre le fait régulièrement. Moi, j'étais avec le ministre à Kété il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire des grandes métropoles. Le ministre va à la rencontre des jeunes au plus profond du pays. D'accord. Et Bonsoir à vous. Je crois que le ministère de la Jeunesse est l'un des départements ministériels. Je ne qui savais a pas une que j'étais là pour faire une conférence de presse. Il faut une préciser, déconcentration s'il vous plaît, qui va monsieur jusqu'au Tourem, niveau respectez- des respectez arrondissements. l'organisation de l'émission, s'il vous plaît. Qui va jusqu'au niveau des arrondissements, où nous avons au minimum 2 structures, les délégués d'arrondissement et les chefs CMPJ d'arrondissement. D'accord. Bonsoir à vous. Juste pour vous dire que nous avons l'impression que ces financements sont très loin de nous, car personne n'a de façon concrète la méthodologie de montage de projets au Cameroun jusqu'à obtenir un financement. Ça, c'est un problème des Camerounais, mais les Camerounais doivent savoir qu'il n'y a pas que dans les ministères qu'on forme au montage des projets. Il y a des cabinets qui existent. Lorsqu'on est sérieux, parce qu'on est porteur d'un projet, on doit s'entourer justement des éléments qui permettent d'avoir un Et à bon ce niveau, projet. Jean Zazé, je voulais préciser Achille que nous depuis accompagnons Bouddha. les jeunes Voilà. dans l'élaboration des projets. Oui, si vous en avez, mais il faut dire aux gens que c'est possible d'être accompagné, même pas directement dans un ministère. Ce sujet, vous comprenez pourquoi on fait l'émission. C'est pour que ceux qui n'ont pas d'informations puissent être informés. C'est pour informer Ce la n'est pas, jeunesse. voilà, si vous avez informer les la éléments jeunesse. d'information, il faut informer la jeunesse, sinon on ne servira à rien. Mais il Voilà. faut informer sur Bonsoir, les choses Madame palpables, Fatima. Jean-Jacques. Moi, je suis d'accord avec vous concernant les impôts. C'est de trop. Je connais un coiffeur dans Yaoundé qui a un salon de quoi en calabote de 3 sur 3. Il paye les impôts de 50 000 francs. C'est de trop. Est-ce que c'est trop les impôts des impôts qu'il s'agit? Bonsoir à vous en studio. J'aimerais savoir comment le gouvernement suit-il l'évolution de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Quels indicateurs sont utilisés pour mesurer le succès des initiatives destinées à promouvoir l'entrepreneuriat jeune chez les jeunes? Chirol Kunke depuis Belabo qui pose cette question. Bonsoir à vous. Tous ceux qui supportent la politique gouvernementale espèrent être positionnés un jour. Sinon, quelqu'un de normal, de rationnel ne peut pas accepter avec aisance ce qui se passe maintenant. C'est son droit, non? S'il va être positionné, qui ne voudrait pas être positionné un jour. Les délégués ne sont pas qualifiés pour suivre les entrepreneurs. C'est juste de la diversion. Un fonctionnaire, s'il savait comment créer une entreprise, ne serait pas délégué. Lui-même, il allait créer son entreprise. Docteur Emmanuel Ngaha, qui envoie justement ce message-là. Sébastien Dibimoman, bonsoir à vous sur le plateau. Ce Cabral Libé parle du problème d'autosuffisance alimentaire. Peu de personnes peuvent être performantes quand ils sont appelés à s'inquiéter continuellement pour leur ventre. Merci Sébastien Dibimoman qui parle vraiment là du ventre, qu'il ne faut pas négliger aussi ce côté-là. Bonsoir le panel, très belle émission. Monsieur le communicant du RDPC, vraiment, avoir des personnes comme vous à nos têtes est mal vu votre raisonnement. Essayez de faire un tour juste au marché Mokolo ou encore au marché central. Vous ne citez que cela. Vous ne citez que cela. Vous verrez comment le jeune se bat. Faites un tour pour voir comment les jeunes se battent. Mais je pense que le développement aujourd'hui, c'est un combat de tous. Les partis politiques doivent venir avec des propositions, La société civile. faire les observations, la société civile. Merci Madame Fatima d'être venue. Merci beaucoup. Ça vous va? Ça aussi. C'est votre ami, non, le monsieur du RDPC? Mais on n'a pas de souci. On a un problème d'idées, on a un débat d'idées, on n'a pas un débat de personnes. D'accord. D'accord. Merci beaucoup au PCRN. Merci au Parti écologiste. Nous, on a rendez-vous pour parler de la crise énergétique. Vous n'avez pas pris nos propositions en Vous matière... avez parlé de l'énergie électrique, non? Non, non, on n'a Il y pas avait fini. encore une autre? Bien Alors, en sûr, une minute. bien sûr. On En a- une minute, oui. Pour régler cette question d'immigration, donc il y a le développement, la structuration du secteur de l'auto-emploi.
Oui. Donc l'État doit mettre des structures pour accompagner les jeunes. L'État doit mettre des moyens financiers pour On accompagner doit les jeunes. ajouter à celles qui existent déjà. Bien sûr. Et réformer Parce que quand surtout. vous dites mettre en place, Non, c'est non, comme si vous ne réformer, croyez pas à celles non, qui ont... réformer, il faut D'accord. réformer. Ça ne fonctionne pas. Ce qui existe ne fonctionne pas. Enfin, Donc il faut réformer. Donc nous apportons des réformes. Des réformes au niveau du coût du travail, des réformes au niveau des financements des jeunes, des réformes au niveau de la politique énergétique, des réformes au niveau de l'éducation, des réformes au niveau de la santé. Parce qu'il faut comprendre que les citoyens d'un pays demandent 3 choses. Ils veulent la protection de l'État au niveau de la sécurité, qu'on est citoyen. Ils veulent une santé assurante, donc un système sanitaire qui est fonctionnel. Et puis ils veulent une structuration économique qui fonctionne, c'est-à-dire le financement des jeunes dans des projets innovants. Et surtout au niveau de l'éducation, il faut une réforme des programmes scolaires parce qu'aujourd'hui, le développement durable, les emplois de demain ne sont plus les emplois d'aujourd'hui. D'accord. Donc il faut faire une réforme scolaire. merci au ministère de la Jeunesse qui se montre très disponible chaque fois que les sollicitations sont faites de ce côté-là, parce qu'il faut quand même qu'on inonde les jeunes d'informations, au moins cela. Est-ce qu'on retient ce qu'il a dit à la fin là? Ce qu'il faut retenir, Jean-Roger, c'est que nous restons disponibles, nous restons proches de notre jeunesse, à qui nous ne cessons de leur prodiguer des conseils pour que, véritablement, qu'ils soient le fer de lance de la nation, comme l'a toujours souhaité le chef de l'État. Et que notre fer de lance, la nation, soit utile à notre nation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de nos grands soirs. Le prochain rendez-vous, c'est demain, vendredi, pour la dernière de la semaine. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. À 19h tout à l'heure, c'est le journal en langue anglaise, tout en images. Et à 20h, le grand format du soir, sous la conduite de Karine Okomo. Très bonne soirée sur Info TV.